Je suis content de revenir, et mon erreur de la semaine dernière m'a permis d'écouter une très bonne conférence de M. Collado sur le climat et la météo. Donc je reviens 2 ans après, les choses bougent vite et en même temps se confirment un peu. Donc je vais vous parler ce soir de la métamorphose, ce que j'appelle la métamorphose numérique, qui est plus qu'une transformation, qui est plus qu'une révolution, c'est un vrai changement de société qui s'amorce. Et le but de la réflexion, c'est de voir comment, qui dit un changement de société, ou presque de civilisation qui se prépare, comment est-ce qu'on peut construire un projet humain de création de coopération. Ce sera ma conclusion. Et je vous parlerai évidemment de ce que j'appelle la coévolution entre l'homme et l'intelligence numérique, que je préfère intelligence artificielle. Je vous dirai 2 mots pourquoi. Alors, il y a 2 ans, il y a peut-être, certains étaient déjà là, donc je ne vais pas refaire la même chose, mais je vais faire le même point de départ, parce que cette histoire de métamorphose, on s'est rendu compte, on est quelques-uns à travailler dessus. Le livre qu'on a écrit, les métamorphoses numériques, c'était en 2012. Et d'ailleurs, ça a été repris depuis, et très bien plus que popularisé par Harari dans Sapiens. C'est effectivement le fait que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quelques grandes transformations. Et ces grandes transformations, on est au milieu d'une, là actuellement, qui est la métamorphose numérique. Mais il est intéressant de comprendre, on ne vient pas de nulle part. Donc ces transformations, ça a été la première, celle qui nous a fait entrer dans la préhistoire, c'est-à-dire celle de l'invention du feu et des outils, et qui a permis de faire des matériaux et donc de développer des outils de plus en plus perfectionnés. Ensuite, et ça correspondait à une époque où l'humain était plutôt nomade, ça veut dire qu'il était obligé de suivre, on appelle ça aussi dans notre jargon la période chasse-pêche, il fallait suivre les ressources. Et il y a eu un pas important de franchi lorsque on a commencé à maîtriser, à domestiquer les semences, donc l'agriculture et la domestication des d'animaux, donc agriculture et élevage. Et on est rentré dans cette grande transformation. Il n'y a pas de moment exact, selon les endroits sur Terre, mais entre, disons, moins 8000, moins 10 000, on a commencé à cultiver et élever les animaux, les représenter d'ailleurs, et on a eu cette grande ère de l'agriculture et l'élevage. C'était aussi l'ère féodale, du point de vue des organisations. Ensuite, la troisième grande métamorphose, ça a été celle où on a domestiqué le moteur, en utilisant les énergies fossiles. Donc moteur plus énergie plus moteur, qui a donné transport performant, le train, et bien d'autres ensuite. Et donc ça, c'est une métamorphose qui s'est opérée très très vite, disons au basculement entre 18e et 19e siècle, donc il n'y a pas si longtemps. Et on est rentré dans cette troisième ère de l'industrie, et qu'on appelle aussi l'industrie et des services qui se sont développés au fur et à mesure que la société s'est développée. J'en dirai quelques mots, parce qu'on vit encore dans la lancée de cette période industrielle, et on gère à la fois les bienfaits, le progrès, et en même temps les inconvénients, notamment sur la consommation excessive des ressources naturelles qui en découlent. Et puis, on situe ça, je vais être un peu plus précis tout à l'heure, on situe ça aux environs de 2000 pour donner une date, même si ça a commencé un peu avant. Eh bien, on est rentré dans en développant l'information et la communication, on est rentré dans cette 4e métamorphose de la société numérique dans laquelle on est. Et je dis que probablement dans, disons, quelques dizaines d'années, on risque d'avoir une 5e métamorphose qui serait celle de la coévolution entre l'homme et toutes ces technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour dire, tout ça, ce sont des grandes phases de l'humanité, et à chaque fois, la transformation qui se fait est une véritable métamorphose, comme la chenille devient papillon. Quand la chenille devient papillon, d'un seul coup avec les ailes, sa façon de se déplacer, de se nourrir, etc. change complètement. Et c'est donc bien le but de ce soir, c'est de vous montrer comment tout ça est en train de se faire, et comment on peut l'utiliser pour répondre à beaucoup de nos problèmes. À chaque fois qu'une métamorphose s'opère, on a un nouveau secteur économique qui se développe. Donc aujourd'hui, c'est le secteur de tous les contenus, des médias, de la communication des médias. Et en même temps, il modifie la façon dont les activités d'avant se passaient. Donc lorsque la métamorphose industrielle s'est déroulée, on a développé le secteur industriel, mais en même temps on a mécanisé l'agriculture, donc on a transformé les conditions de l'agriculture.
Et lorsque la métamorphose numérique s'opère, eh bien, elle transforme la façon dont les services s'organisent, la façon dont l'industrie se développe, et aussi maintenant, vous voyez partout dans les médias, la façon dont même l'agriculture évolue. Donc ça, c'est important. Non seulement ça crée un nouveau continent, et en même temps, ça transforme les autres. Et une dernière réflexion importante, c'est que si on regarde dans l'histoire de l'humanité à quelle vitesse ça se fait, la préhistoire, c'était des dizaines de milliers d'années. Ensuite, lorsqu'on est rentré dans la période d'agriculture-élevage, c'est plutôt, disons, de moins 8000, moins 10 000 jusqu'à 2000, donc c'est en millénaires que ça se compte. Et lorsqu'on est passé dans l'industrie, c'est en siècles. Hein. Et là, on est dans une période où les rythmes, c'est de quelques dizaines d'années. Hein. Donc on a aussi un phénomène d'accélération qui pose d'ailleurs des questions à chacun et qui doit nous poser des questions. Alors, ça c'est pour situer. Maintenant, je vais me focaliser sur la petite flèche rouge, sur la métamorphose. Je vais simplement dire, c'est quoi en fait une métamorphose. Alors, on parle beaucoup de rupture en ce moment, rupture, disruption, etc. D'innovation, ces innovations technologiques, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est les innovations technologiques qui enclenchent tous ces phénomènes. Une simple innovation de rupture, si importante soit-elle, ça peut influer sur le développement de la société, mais lentement. Si on dit par exemple l'imprimerie c'était une grande rupture, et c'est vrai, elle va bouleverser la diffusion des connaissances, donc c'est une rupture, mais entre l'invention de l'imprimerie et disons l'encyclopédie qui permet d'utiliser l'imprimerie pour diffuser la connaissance, etc., il se passe 3 siècles. Donc c'est plutôt lent. Donc les vraies ruptures qui amènent à ces métamorphoses, à ces transformations profondes de la société, c'est ce que j'appelle une innovation mère qui enclenche un changement très très rapide d'état, hein, qui va être, alors dans notre langage de prospectivisme qui font de la systémique, c'est l'ensemble du système qui va basculer, tout comme on dit quand on chauffe de l'eau, on passe d'état liquide à un état gazeux, et bien là on a un changement, on appelle ça un changement de phase, hein, et effectivement les lois qui régissent l'eau ne sont pas les mêmes du tout que les lois qui régissent, enfin les liquides ne sont pas du tout les mêmes lois qui régissent le gazeux. Et ça, c'est important, il est important de le comprendre. Hein, et je dis qu'effectivement, entre l'invention du moteur à vapeur et les premières lignes de train qui circulent, il se passe moins de 40 ans. Hein, il y a une série, une accélération, une sorte de phénomène d'avalanche, en fait, qui fait qu'on lance une petite boule et elle fait boule, et ça déclenche une avalanche. Donc ça veut dire que on parle beaucoup de Darwin, qui n'est pas si scientifique que ça d'ailleurs si on y réfléchit, hein, mais c'est pas du tout darwinien, c'est pas on fait une transformation, puis on regarde ce que ça passe, et ceux qui l'utilisent sont meilleurs que les autres, etc. Une métamorphose, c'est une série, une vague de transformations très rapprochée, très rapide, dont les conséquences s'enchaînent et qui fait que quand on est pris, c'est comme dans une avalanche, hein, ça bascule très 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 vite. Si on regarde, moi j'ai commencé à enseigner il y a assez longtemps, en 1975, on avait des microprocesseurs 4 bits à l'époque, pour ceux qui connaissaient, il s'est passé une série de transformations, hein, très 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 rapides, calculettes, PC, mobile, iPod, Google, etc. Et on en est aujourd'hui, on a des chercheurs qui travaillent sur des lentilles intelligentes qu'on va apporter, qui ont de l'énergie, qui sont capables de mesurer de mouvements, etc. Tout ça s'enchaîne et se combine. Donc vous pouvez d'ailleurs, j'ai essayé un jour de mettre sur une feuille de papier tout ce qui avait été créé, c'est pas possible parce que tout ça va très très vite, c'est un phénomène d'avalanche. Donc ça veut dire que cette avalanche, elle n'arrive pas. Pour qu'il y ait avalanche, il faut qu'il y ait de la neige qui soit tombée, qu'il y ait de la pente. Et puis à un moment, hop, ça déclenche. Ça veut dire que depuis, disons dans la deuxième partie du XXe siècle, on a préparé les infrastructures de télécommunications, d'informatique, de traitement de données, développement des médias, des contenus. Et ça s'est préparé, et quand tout ça est prêt, eh bien, d'un seul coup, il va se passer quelque chose, je vais vous expliquer, qui fait que tout ça se met à démarrer, et donc on va changer, on va basculer, il y aura une transition qui est en train de s'opérer actuellement, et ensuite on rentrera dans une période de déploiement. Le déploiement, il a fait des millénaires en agriculture-élevage, l'industriel ça a duré 2 siècles, et là ça va durer quelques dizaines d'années, et ça va être une période effectivement très importante pour l'humanité. Donc cette transformation, elle est radicale, elle change beaucoup de choses.
il y a un nouveau secteur économique qui s'est créé, celui des contenus, du logiciel, de ce qu'on appelle les doubles numériques. On parlait tout à l'heure à table, un Airbus, maintenant il y a un modèle numérique de l'Airbus, on appelle ça un jumeau numérique ou un double numérique, si bien qu'on peut simuler l'Airbus et voir ce qu'on peut faire tester, etc. Donc les terminaux sont répandus, maintenant on a l'Internet of Things, c'est-à-dire des capteurs un peu partout communiquant. Donc on a tout un secteur économique nouveau. En même temps, ça a enclenché des nouveaux usages, les réseaux sociaux que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Tout le monde les utilise, gilets jaunes compris. Ensuite, on stocke dans le cloud, comme on dit, ça veut dire que l'information elle est plus chez vous, elle est plus sur vous, vous savez plus où elle est d'ailleurs, mais vous y avez accès. Et on a un tas de plateformes d'intermédiation pour les hôtels, pour tout, qui sont en train de se développer. Et ça continue, on est en train d'automatiser les services. Et vous aurez même ce qu'on va appeler bientôt, parce qu'on utilise beaucoup de mots anglais, les smart contracts, les contrats intelligents. Ça veut dire que c'est des contrats qui ne vont plus utiliser votre intelligence. Il y aura des algorithmes qui regarderont ce que vous faites, par exemple des paramètres médicaux qui automatiquement pourraient faire évoluer votre contrat d'assurance, par exemple. Donc avec tous les avantages, mais les risques aussi qui y sont. Donc l'industrie, la robotisation se fait. On a effectivement des usines allemandes où vous mettez une petite puce et toute la machine, tout le process se réorganise pour faire l'objet que vous voulez. Vous pouvez en changer très très vite. On est en train de faire ce qu'on appelle la fabrication additive, c'est-à-dire utiliser le numérique pour décrire des opérations qui vont permettre de construire comme ça des objets très très complexes. Donc tout ça c'est parti, et la production agricole, la surveillance des champs, robotisation, météo, récolte, recyclage, traçabilité, on est en train d'effectivement tout changer. Aujourd'hui, personne ne peut dire « ça ne passera pas par moi ». Enfin, on peut essayer de le dire, beaucoup de gens ont dit « jamais j'aurai de smartphone », puis après on regarde, au bout d'un moment tout le monde a des smartphones parce qu'effectivement la société est en train de bouger. Ce qui est important aussi, je vous en parlerai un peu après, c'est qu'il y a un imaginaire qui est en train de se transformer. Et ça va être, j'y consacrerai quelques transparents. Alors, c'est une transformation radicale, ça ne veut pas dire que dans la papillon, il n'y a pas de reste de la chenille. Donc ça veut dire que tout ça se sédimente. Sans détailler, les économies évoluent. Quand c'était chasse, quand on faisait de la période préhistorique, c'était l'économie de la nature, purement les ressources naturelles. Ensuite, on a mis en place l'économie de la terre, donc avec les territoires qui étaient importants. Ensuite est apparu pendant cette période d'agriculture-élevage les bases du commerce, donc Jacques Coeur en France, le célèbre Jacques Coeur, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette économie, par exemple du commerce, ça a préparé en fait le développement du capitalisme, parce qu'on avait tout ce qu'il fallait comme instrument pour pouvoir gérer tout ça. Ensuite, il y a eu la production industrielle, on peut dire, mais à chaque fois, on ajoute des couches, on ajoute des possibilités, mais on garde aussi, et à mon avis c'est prudent, de ne pas faire du passé table rase, mais de regarder comment tout ça s'additionne, se sédimente. J'en dirai pas plus. Donc, si on regarde ce numérique, donc je vais me concentrer un peu sur le numérique, il y a eu une préhistoire du numérique, quand on a inventé le télégraphe, le téléphone, la télévision ça doit être 38 à peu près, donc il y a eu tout un développement lent qui s'est fait, avec des lampes, des postes à lampes. Moi je suis né, on avait à la maison, on avait un poste à lampe, qui mettait du temps à chauffer, etc. On a développé tout ça, et puis il y a eu une rupture après-guerre avec l'invention du transistor et des circuits intégrés, et des ordinateurs et de l'informatique, et à partir de là, ça a commencé à décoller. Donc on a commencé à automatiser des machines, des robots. On a commencé donc à automatiser des outils de conception, on avait des outils de simulation pour pouvoir concevoir des choses plus sophistiquées. Sont apparus les terminaux, les PC, qui sont apparus, disons, sur les bureaux, puis après à la maison, et ils sont devenus ensuite portables. Il y a eu ensuite les communications mobiles, qui ont vraiment décollé dans les années 80-90. Il y a eu une naissance du web qui a dit « Ah, on peut échanger des contenus à distance en utilisant ces réseaux d'ordinateurs ». Et puis à un moment, tout ça converge. Ça veut dire que dans un terminal téléphonique, vous
à la fois vous téléphonez, on peut encore le faire avec un smartphone, on calcule, on stocke, on accède à des images, on fait tout. Donc cette convergence-là, on dit que c'est symboliquement l'entrée dans l'ère du numérique. Parce que d'un seul coup, le monde, petit à petit, devient fluide numériquement. On peut tout faire. Et vos enfants, ou petits-enfants, ils ne s'en gênent pas, ils nagent naturellement maintenant là-dedans. Donc en fait, la première vague qu'on a faite, qu'on a numérisé toutes les composantes. Si on prend l'image du corps humain, on a numérisé les organes. La deuxième vague qui est apparue, c'est celle où on a commencé à numériser les systèmes. Donc on a commencé à organiser ces composantes qui étaient numérisées, à les faire parler entre elles. Je prends l'exemple souvent, parce que les Jeux Olympiques, ça revient régulièrement. Il y a à peu près maintenant une vingtaine d'années, on a commencé à numériser l'ensemble des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que, quels que soient les sites, vous pouvez passer de l'un à l'autre, vous pouvez suivre les chronométrages, vous pouvez lancer des archives, etc. On a des systèmes qui communiquent naturellement. C'est comme un système nerveux complet qui s'organise et qui vous permettent à l'ensemble d'un organe, quand on prend l'image humaine, et à l'ensemble d'un objet comme les Jeux Olympiques, qui est déjà un très bel objet très complexe, ou à un ensemble de sociétés, de communiquer et d'aller observer partout, ce qu'on appelle l'Internet of Things, on met des capteurs partout, et d'aller commander des actions à distance sans problème. Donc cette deuxième vague, elle est importante, puisque c'est, si on prend toujours l'image du corps, c'est à la fois le métabolisme, le sang, qui transporte des données, parce que toutes ces composantes produisent des données, on peut les échanger, et puis on a un système nerveux qui permet d'aller les chercher, puis de faire un certain nombre de traitements. On a donc un système global, pilotable, agile, et c'est vrai quand on voit les jeunes se servir de leur smartphone partout, il n'y a pas de problème, je suis dans un taxi, je vais commander un billet de train, etc. Ils savent faire, c'est devenu naturel. Ça, c'est la seconde vague, et les entreprises maintenant sont pour beaucoup passer là-dedans, c'est-à-dire qu'elles sont capables de recueillir toutes les données, elles sont capables de piloter leur chaîne, elles sont capables de piloter leur vendeur qui est à distance, qui peut accéder à tout. On a vraiment cette société fluide numérique qui s'installe. La troisième vague qui est en cours, qui arrive, enfin qui est en cours pour certains déjà avancés, pour d'autres un peu moins, c'est les fonctions d'intelligence. Toujours l'image du corps, les organes, ensuite le système qui interfonctionne, qui fait circuler tout ça, qui régule tout ça, et puis l'intelligence, le cerveau qui va travailler. Et il semble même, il paraîtrait qu'on en a même plusieurs cerveaux dans le corps humain, avec le ventre notamment. Alors, dans ces fonctions d'intelligence, c'est de la mémoire, du stockage massif de contenu, c'est des sens, de la réalité augmentée. De plus en plus, on commence à avoir des casques de réalité augmentée, ça veut dire qu'on peut rajouter au réel, on peut rajouter d'autres sens, des sens artificiels. Du calcul, alors là d'ailleurs le calcul, on est battu depuis longtemps, puisque les technologies qu'on utilise sont beaucoup plus performantes que nous pour faire du calcul. Alors on appelle ça du big data dans le jargon. Ensuite, on a commencé à développer de l'apprentissage, j'en dirai deux mots parce qu'on parlera d'intelligence artificielle. Et puis, dans les fonctions de l'intelligence, une fonction très, très importante qui est celle de l'imagination. Et cette imagination, on commence à pouvoir, pour ceux qui regardent Black Mirror, qui ont vu des choses de ce type-là, si vos enfants ou même déjà regardé, ça veut dire qu'on commence à créer des mondes virtuels qu'on peut bouger. Et avec un double numérique, vous pouvez penser l'avenir, que se passe-t-il si je fais ci, si je fais ça. Ça veut dire que vous développez votre imaginaire avec ces doubles numériques, la simulation de cette réalité virtuelle. On développe des outils intelligents, dont les plus intelligents sont les robots. On commence à se poser des problèmes aussi d'intelligence, que ce qui est magnifique dans notre cerveau, c'est qu'on est capable de faire beaucoup de choses à la fois, et puis on est capable de synchroniser tout ça pour ne pas perdre la tête, pour ne pas perdre la boule, comme on dit. Donc ça veut dire qu'il faut assurer de la cohérence entre tout ça. Et ça va vite, de plus en plus vite, les machines travaillent entre elles. Donc là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le blockchain, c'est-à-dire la capacité d'avoir une organisation synchronisée de tout ce que l'on fait et une mémoire de tout ça. On appelle ça notarisé, comme les notaires qui notent, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et ça, c'est une opération importante de l'intelligence qu'on est en train de faire aussi numériquement.
et plus on commence à développer ce qu'on peut appeler des agents intelligents qui vont superviser des actions assez évoluées. Alors, ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qu'on a un peu de peine à faire encore avec le numérique. Par exemple, notre cerveau est capable de classer de façon très performante toute notre mémoire, tout le stockage, et surtout d'y accéder très très vite. Et ça, on ne sait pas encore très bien le faire. On a aussi des langages très puissants qui nous permettent d'organiser cette mémoire et son accès. On n'a pas encore tout à fait ça au niveau informatique. L'apprentissage, j'en dirai deux mots tout à l'heure, on a des limites aujourd'hui encore très très fortes. On ne sait pas bien rêver en numérique encore. Et puis, on a les outils intelligents, on a encore énormément de progrès à faire dans tous les outils de partage intelligent. Donc ça veut dire que cette intelligence numérique progresse, mais on a encore beaucoup à faire. Il faut comprendre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour voir où est-ce qu'on en est réellement. Parce que les journalistes font peur, parce que bon, il faut bien parler, mais on est loin encore des performances de l'humain, et d'ailleurs je pense qu'on ne les atteindra jamais parce que l'humain continue à évoluer aussi en performance. Je vais dire deux mots sur l'IA, l'intelligence artificielle, parce qu'il se trouve qu'on en parle beaucoup depuis 2 ans en France. Le rapport Villani. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une très vieille histoire. Vous avez déjà eu Pinocchio, bien avant Pinocchio, il y a le golem qui a été inventé avec toute cette... Donc une capacité à faire un artefact, c'est-à-dire quelque chose qui soit créé, qui soit à l'image de l'homme et qui puisse se dépasser avec la peur que le golem nous dépasse et la peur aujourd'hui que l'intelligence artificielle nous dépasse. Moi, l'intelligence artificielle ne me fait pas peur, c'est plutôt ceux qui la font qui pourraient éventuellement nous faire peur. C'est plutôt cela qu'il faut regarder. Alors, cette capacité à imiter l'intelligence de l'homme, on a eu ensuite... Ça dépend des technologies que vous avez pour le faire. Il y a eu les technologies mécaniques qui ont permis de faire les horloges. Et puis après des automates. Vous avez été à Strasbourg, si vous visitez l'automate de Strasbourg, c'est très évolué. Et c'était le début de l'automatisation et des formes d'intelligence humaine, enchaîner des opérations ou enchaîner un certain nombre de calculs. Et évidemment, ça s'est accéléré avec les technologies électroniques et informatiques qui étaient très petites, de plus en plus puissantes, très condensées, donc on pouvait en mettre beaucoup. Et c'est à l'époque, à peu près des années 50, début 60, que Turing et un certain nombre d'Américains d'ailleurs, des certain nombre d'Américains ont inventé ce qu'on appelle la cybernétique, c'est-à-dire comment on allait développer cette intelligence qui utilisait tout le potentiel de ces technologies numériques. Et il y a eu ensuite une vague... Alors, à chaque fois les scientifiques, on est très bons pour vendre les choses, qu'il faut de l'argent pour faire de la recherche. Et puis, on n'atteint pas toujours ce qu'on dit. C'est pas grave, il en restera pour la fois d'après. Une promesse qu'on n'a pas tenue, c'est une promesse qu'on peut refaire. Et il y a eu un moment dans les années 80, c'est à cette époque, j'ai encadré un certain nombre de thèses là-dessus, sur le biomimétisme. On a dit, comment fonctionne le cerveau, donc les réseaux de neurones, et on a commencé à travailler sur les réseaux de neurones. Ça a permis de faire des choses, puis ça a été limité, parce qu'on n'avait pas encore assez de puissance de calcul, on n'avait pas surtout bien compris comment tout ça fonctionnait. Donc c'était un peu ce qu'on appelait l'intelligence artificielle. Donc en fait, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est toujours une projection de l'homme dans les objets qu'il fabrique, et des objets de plus en plus qui ont des capacités d'intelligence, mais c'est l'homme qui se projette, c'est pas le contraire. C'est pas l'intelligence qui, comme ça, vient de nulle part. Donc toujours, automatisation des tâches. On a développé les automatismes et le logiciel, et on fait des choses très très belles avec ça, qu'on utilise tous les jours, depuis longtemps d'ailleurs. Ensuite, on a commencé à se dire, les automatismes c'est bien, c'est ce qu'on sait décrire, mais est-ce qu'on peut avoir des capacités de raisonnement et d'apprentissage que l'on pourrait dont on pourrait doter les machines. Et donc c'était cette idée de comment projeter l'intelligence humaine dans les machines. Après l'avoir automatisé, là on va beaucoup plus loin. Et ça a été d'ailleurs, c'est ce qui a donné la résurgence, là, il y a 2 ans maintenant, de l'intelligence artificielle en France. Et il ne faut pas oublier quand même, on a tendance parfois, et je vais vous expliquer pourquoi cette intelligence artificielle des données dont on parle aujourd'hui, derrière tout ça, il faut bien regarder que, comme c'est une projection, il faut que l'interface avec l'homme est très importante.
Donc cette coopération homme-machine, c'est une partie inhérente à l'intelligence artificielle. Et si on veut que l'intelligence artificielle progresse, il ne faut surtout pas se couper de ça. Donc en fait, l'intelligence artificielle a plusieurs voies. Il y a la voie qui se développe aujourd'hui, un rapport qui porte le nom de Villani, qui a été fait avec un certain nombre d'informaticiens. C'est ce qu'on appelle, c'est l'intelligence, c'est ce qu'on appelait il y a 2 ou 3 ans du big data. On a changé le nom. Et ce big data, ça permet surtout de cette capacité, avec des statistiques, on est très bon en France sur le sujet, de traiter, de prendre des milliards et des milliards de données, de traiter tout ça et de voir si dedans on peut en sortir des connaissances. Donc vous prenez des milliards disons des dizaines de milliers d'articles dans le domaine du médical sur le cancer et vous regardez ce qui se passe et vous pouvez en sortir un certain nombre de connaissances. C'est très puissant. Après, on a rajouté une phase qu'on appelle le learning, c'est-à-dire les phases de reconnaissance. Et donc, par exemple, si vous testez, vous entraînez votre programme avec des milliers et des milliers d'objets différents, enfin, des objets différents qui ont représenté des milliers et des milliers de fois, et il y a des programmes qui peuvent reconnaître, ça c'est une bouteille, ça c'est une fourchette. Et on appelle ça du learning, donc on projette de l'intelligence là-dedans. C'est de l'intelligence qui est quand même limitée parce que, quelque part, quand il y a beaucoup de choses, quand on approche sur beaucoup de choses, on n'y voit pas forcément clair. Si les choses ont beaucoup d'origines différentes, il y a des vieux théorèmes de maths qui datent de 40-50 ans en France, qu'on a une très bonne école en France de maths appliquées, qui montrent qu'on n'y voit pas grand-chose. Et aujourd'hui, il y a eu les promesses de l'intelligence artificielle, qui font effectivement des prouesses, mais il y a des chercheurs qui disent attention, votre programme, je change quelques petits morceaux dans l'image et du tabouret, il va me reconnaître un éléphant, ou etc. Ça veut dire qu'il faut faire attention, et notamment IBM qui a fait des agents intelligents avec ces techniques d'intelligence artificielle, qui les a vendus, a eu beaucoup de déboires parce que par exemple, le diagnostic médical, il y avait des erreurs énormes qui pouvaient arriver. Et deuxièmement, s'il y a un dernier article qui est arrivé qui a montré quelque chose de très différent de tout ce qui était connu dans la littérature, il pesera pour 1 par rapport à 10 000 et on ne le verra pas. Donc on a aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses très intéressantes avec l'intelligence artificielle. Alors au passage, on a tout ce qui est numérique, ça s'appelle maintenant dans les médias de l'intelligence artificielle. Votre voiture qui a des assistances au freinage, on dit que c'est de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de problème. Bon, ça, c'est les modes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour arriver, vous prenez un enfant, vous lui présentez un objet 4-5 fois, il a appris. Il n'y a pas besoin de milliers et milliers d'occurrences. C'est-à-dire qu'on a un tas de choses qu'on n'a pas encore compris dans les capacités d'intelligence. Donc, et on utilise, ça va revenir, on sera obligé de combiner à la fois la puissance de la machine et puis de l'expertise humaine que l'on mélange avec ce qu'on appelle du raisonnement, avec donc des outils dans lesquels, les Français étaient très bons. Et puis vous savez, en recherche, de temps en temps, il y a une nouvelle technologie qui apparaît, qui prend le dessus, ça a été le numérique, les données. Et dans l'intelligence artificielle, si on veut atteindre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dure, celle qui, quelque part, serait presque aussi intelligente que nous, eh bien, on a encore beaucoup de travail à faire. Bon, mais c'est pas grave, donc on a baptisé tout le numérique intelligence artificielle, et on fait des bonnes choses, mais on n'en est pas du tout encore, disons, les preuves tangibles de percer avec l'intelligence artificielle ne sont pas si fortes que ça. Bon, c'est pas grave, on a besoin de s'encourager, de se pousser, etc. Et donc, il y a des chercheurs qui travaillent, on progresse. Ce serait un peu plus compliqué à expliquer, mais je pense qu'il faudra mélanger beaucoup d'approches différentes avant d'arriver à des niveaux d'intelligence compagnons de ce que l'on sera. Cela dit, vous prenez un champion d'échecs, un jour il est battu par un programme, mais le programme était fait avec des grands maîtres d'échecs, et lui-même s'entraînait déjà avec des programmes. Donc on a aussi là-dedans une possibilité de monter en compétences. C'est ce que j'appelle la coévolution qui se fait. Pour le Go, c'est un peu plus compliqué parce que le Go, c'est pas les programmes qui ont battu les grands maîtres de Go, c'est vraiment de la puissance brute. Ils ont joué beaucoup de parties et ils ont vu les coups à faire, etc. Bon,
Donc ça, c'est la puissance machine. Mais ce n'est pas très intelligent comme approche. L'intelligence, c'est beaucoup plus sophistiqué. Et donc, je crois qu'il faut croire, l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de progresser, mais ce n'est pas une rupture si puissante qu'on le dit, il y a encore beaucoup de travail. Donc ça, je ne vais pas être plus long parce qu'il y a d'autres choses intéressantes à dire là-dessus. Alors, si on regarde, et c'est le but si on fait l'état des choses aujourd'hui, où est-ce que l'on est? À part Arzins, dans un beau pays où on a une vie agréable. Donc, on pourrait parler de cette transformation de l'entreprise, de l'économie. Là, je vais plutôt me consacrer à ce qui est de la transformation des humains eux-mêmes. Donc, cette transformation des liens sociaux. Moi, ce qui me frappe, c'est que nos enfants apprennent de plus en plus vite, quand ils en ont envie. S'ils n'ont pas envie, mais ils n'apprennent pas, c'est vrai, c'est comme avant. Mais quand ils ont envie, ils ont beaucoup d'outils. Ils peuvent échanger, ils peuvent aller dans des forums de discussion, etc. Ils ont une courbe d'apprentissage accélérée. Les miens, qui ne sont pas exceptionnels, enfin, ils sont exceptionnels parce que c'est les miens, mais ils ne sont pas plus exceptionnels que d'autres. Eh bien, ils ont des courbes d'apprentissage, ils savent beaucoup plus de choses que je savais à l'époque, ils savent discuter de beaucoup plus de choses que moi au même âge. Ensuite, leur identité, on appelle ça des identités multiples. Ça veut dire qu'ils ont leur identité, puis ils ont on pourrait appeler ça des avatars, ils ont toute la prolongation de leur identité, le fait de se présenter de telle façon ou telle autre. Et ça va avoir des effets très importants sur l'évolution même psychologique des choses. Ensuite, moi, ce qui me frappe, et celui-là, je ne l'ai pas bougé depuis 3 ans, ce transparent, ils sont sensibles à l'universalisation des valeurs. Ils ont une perception qu'il y a des choses quand même importantes. Et vous voyez une jeune Suédoise qui dit la planète, et tout le monde ensuite, la planète. Donc ça, ils sont sensibles à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être sensibles à la pauvreté à côté, mais ils sont sensibles à ces valeurs universelles, et je crois que c'est quelque chose d'important à comprendre. Et puis, ils sont passés d'un moment où, moi je voyais ça avec nos élèves, parce que l'avantage c'est que nous on vieillit, mais nos élèves ont toujours à peu près le même âge, donc ils sont représentatifs de cette tranche d'âge. On est passé d'une période d'une no future à une période je veux vivre, je veux agir au présent. Et ça c'est très important à comprendre. Ensuite, on a donc une transformation des individus, des liens sociaux, au sens... on a un phénomène que d'ailleurs, de façon curieuse, la publicité a poussé à accélérer, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'individuation. C'est je suis, j'existe, je veux, je fais. Donc ça c'est très important parce que c'est aussi de la matière première pour faire face à tout ce dont avec lequel il va falloir s'affronter dans les années à venir. Ça veut dire aussi qu'ils se construisent leur identité, c'est-à-dire que la part d'identité d'héritage est de moins en moins forte dans leur façon de penser, etc. Elle existe encore, heureusement, même pour les bonnes choses aussi, mais cette part d'identité construite personnelle est de plus en plus importante. En plus, leur structure de vie, leur et la nôtre aussi, parce qu'on le vit nous aussi, leur structure de vie spatiale et temporelle est en train de changer, puisque je suis à la fois là, mais je suis à la fois très loin. Je peux aller voir ce qui se passe dans d'autres endroits et tout. Et ça, petit à petit, ça va aussi transformer la façon dont on perçoit le monde. Vous avez aussi observé qu'ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Donc c'est ce qu'on appelle du multicanal. Ils peuvent avoir 2, 3 facilement objets avec lesquels ils communiquent tout en écoutant la radio, etc., enfin en écoutant de la musique ou autre. Donc ça veut dire que ça a de l'influence sur notre cerveau, tout ça. D'ailleurs, l'irruption de l'image, notre cerveau était structuré pour le texte et la parole. Et l'irruption de l'image, dans laquelle il n'y a pas de langage, vraiment, pour l'image, c'est quelque chose qui nous perturbe énormément, et qui fait d'ailleurs que la qualité de notre français, de notre élocution, baisse, on fait des fautes d'orthographe, les 4 éléments, etc., c'est devenu fréquent. C'est pas parce qu'on est moins éduqué, parce qu'on connaît la règle, mais on ne maîtrise plus, notre cerveau est mobilisé par de plus en plus de choses, donc on contrôle moins notre élocution, par exemple. Donc petit à petit, et nos langages sont rapides, mes enfants, toujours, je ne les comprends pas toujours tellement ils parlent vite, et parce qu'ils ont besoin d'échanger beaucoup de choses entre eux, et plus ils échangent vite, plus ils sont intelligents, etc. On est en train de se transformer aussi cognitivement, la façon dont notre cerveau fonctionne. Le cerveau lui-même ne bouge pas,
mais par contre, la façon dont il va traiter l'information est en train d'évoluer. Bon, ça, c'est pas grave, c'est du potentiel d'évolution. Ça peut avoir des inconvénients, mais c'est du potentiel d'évolution. Par rapport, puisqu'on est en train de faire le point là, on a un certain nombre de menaces, par contre, sur le futur, hein, dont, alors, en ce moment, bon, quand je dis ça il y a 3-4 ans, mais maintenant, c'est presque rentré dans le... Alors, il y a des menaces que l'on perçoit, hein, c'est la menace climatique, écologique, hein. La bataille de l'eau, de la nourriture et de l'énergie est partie, hein, c'est parti. On va avoir des guerres de matériaux rares, hein, ça encore c'est maintenant assez partagé. Les dérèglements climatiques aussi, ça se comprend, la pollution, les maladies, les épizooties, etc. Vous luttez là contre les méchants moustiques rayés parce que on a des évolutions très très fortes liées au climat qui vont arriver. Ce qu'on perçoit moins aussi, c'est que ça vient très vite le numérique, c'est-à-dire qu'on développe un certain nombre de choses, et on a des risques de perte de complexité, de perte de pilotage de cette complexité. Chacun développe dans son coin des choses. Hein. Alors, on a déjà, et pas uniquement parce qu'on est simplement des générations d'avant qui maîtrisent plus, c'est que les systèmes eux-mêmes risquent de rentrer. Vous avez des pannes et encore, la qualité des opérateurs de télécom est telle qu'ils savent maîtriser à peu près, mais vous avez quand même un certain nombre de pannes qui arrivent, mais ça va être encore pire quand chacun va faire ses bouts de logiciels, etc. Et vous savez plus que vous avez de un ordinateur. Il y a très peu de gens parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer dedans. Donc on a des pertes comme ça, des risques de perte de contrôle. Et je ne parle pas des cyberattaques, hein, qui vont encore rajouter des menaces là-dessus. Ensuite, plus grave peut-être aussi, c'est des pertes de compétences métiers. C'est-à-dire que si vous perdez vos compétences métiers, eh bien vous risquez des catastrophes. Alors il y a eu les subprimes, là c'est pas de la faute du numérique, hein, c'est de la faute des banquiers qui ont arrêté de faire leur métier. Hein. Mais vous avez de plus en plus parce qu'on a l'impression que le numérique, la simulation, etc., que tout ça marche, mais derrière, si on n'a pas les compétences métiers, donc il faut pousser à hybrider les compétences entre ceux qui connaissent le métier et les capacités numériques. Vous avez on a des pertes de souveraineté. Hein, vous faites attention quand vous parlez devant votre smartphone, et même s'il est éteint, parce que selon les choses que vous aurez codées ou pas, hein, vous pouvez avoir... moi, je prends un billet d'avion et les horaires sont venus se mettre dans mon agenda. Je n'ai rien demandé à personne. Donc, actuellement, on a des pertes de souveraineté individuelle et collective qui peuvent être importantes. C'est un des enjeux pour l'Europe, hein, c'est d'essayer de préserver notre souveraineté dans ce domaine. Et puis, on a un certain nombre de la répartition des richesses en elle-même pose problème, et ça c'est notre héritage de la période industrie, commerce et du capitalisme qui pose question également. Et on est à peu près sûr qu'on va avoir des flux migratoires importants avec le double alimentation, la triple alimentation, des problèmes climatiques, parce qu'il faut manger, il faut de l'eau, des problèmes de répartition de richesse et d'envie de la richesse des autres, et puis des problèmes de guerre, etc. Donc on a devant nous et de gros problèmes. Et quand je dis 10G, là, j'ai pas été plus. Est-ce que je vais utiliser? Non, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Bon, 10G, ça veut dire 10 gigas, ça veut dire 10 milliards d'habitants, parce que c'est quand même vers là qu'on vogue, sauf catastrophe. Grosse catastrophe humaine, hein, c'est ça. Donc, on est aujourd'hui dans une période où on est un peu coincé. On a à la fois, le numérique qui nous offre beaucoup de possibilités. On a la période, tout ce qui a été lié à cette période d'industrie, j'ai dit, et consommation, parce que le problème de la société industrielle, c'est qu'elle est tombée dans la consommation qui surconsomme la terre. Donc on surconsomme à la fois le renouvelable et à la fois ce qui n'est pas renouvelable, parce qu'on accumule la consommation d'un certain nombre de choses, dont le pétrole et un certain nombre d'autres choses. Donc là, les gens commencent à comprendre, hein, qu'il y a quand même un problème. On a ce problème de financiarisation qui est
une économie virtuelle qui pompe quand même sur l'économie physique. Et la recherche, on est toujours dans la recherche des rendements les plus élevés dans les sociétés. Donc il y a des murs, il n'est pas tout à fait là le mur, mais il y a quand même un mur. On y va, on dit non, mais de toute façon, il faut que ça rapporte quelque part. Si on veut pouvoir changer, etc., il va falloir peut-être réfléchir à tout ça. Et puis on a ce que les gens appellent l'IA dure, tout ce qui est l'intelligence artificielle qui pourrait nous échapper, et quelque chose dont je parle peu aujourd'hui, qui est la manipulation du vivant. Du vivant et du physique. Parce qu'on dit qu'on est dans l'anthropocène, que l'humain influe sur la Terre et son écosystème, mais on peut avoir des technologies pour y répondre qui risquent aussi d'être tout à fait dangereuses. Donc on est dans une période de menaces un peu systémiques, comme on dit. Et c'est important si on veut avoir ce paysage en tête pour dire que va-t-on faire, que peut-on faire. Alors, je vais faire deux apports un peu d'idées. C'est que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand un nouveau monde se construit, quand on métamorphose, en fait, ce qui change en même temps, c'est les imaginaires. C'est-à-dire que la pensée précède l'action, par imagination. Et donc l'imaginaire, c'est une façon à la fois individuelle et collective de penser l'avenir. Qu'est-ce que l'on a envie de faire? Qu'est-ce que l'on va faire? On va voir aussi que cet imaginaire, c'est ce qui va nous permettre aussi d'affronter des complexités nouvelles. Je vais vous donner deux exemples. Donc, une métamorphose, cette transformation fondamentale de phase qui est en train de se faire, eh bien, elle s'appuie à la fois sur les infrastructures de la société d'avant, donc pour ce qui nous concerne, le numérique, les télécoms, le calcul, l'informatique, les médias, sur l'apparition de capacités nouvelles et d'envies nouvelles comme l'individuation, et puis des germes de quelque chose de neuf, de vraiment neuf, qui va nous permettre de penser ce monde qui est en train de se métamorphoser. Il y a plusieurs germes possibles, il y en a assurément, ça a été ce qu'on appelle l'open source. C'est-à-dire que alors que l'industrie était organisée sur le fait qu'on constituait de la propriété intellectuelle que l'on défendait, etc., il y a des gens qui disent mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut au contraire ouvrir, se partager, on va tous travailler ensemble sur un objet qui va donner des logiciels que vous utilisez d'ailleurs tous les jours. Donc cet esprit nouveau de coopération, il est extrêmement important et ce sera probablement une de nos ressources pour faire face aux dangers qu'on a en face de nous. Si on prend, pour expliquer un peu plus cet imaginaire, à chaque fois qu'on a une métamorphose, on augmente la complexité du monde. Quand on a eu l'apparition des machines, et en mettant ces machines sur des véhicules, du transport à distance, etc., d'un seul coup, on a commencé à globaliser le monde. On va chercher du minerai là, on va chercher d'autres choses là, on les ramène, on les transforme dans l'usine et on va les vendre à tous les bouts du monde. Donc d'un seul coup, le champ des possibles augmente, on augmente la complexité. Face à cela, comment le monde industriel a-t-il fait, s'est-il organisé? C'était le monde de la rationalité, de la raison, qui est une des valeurs du monde industriel. Ça veut dire que quand on a un problème à résoudre, eh bien, on fait une analyse scientifique du problème, on regarde quelles sont les technologies disponibles pour le résoudre, ensuite on imagine une solution, ensuite on bâtit une architecture. Imaginez que vous ayez à concevoir un système de rails, de train. Vous faites ça, l'architecture, comment tout ça va fonctionner. Ensuite on regarde comment on va implanter ça, comment on va faire fonctionner ça. Donc il y a tout un processus très long qui essaye de prévoir le maximum de choses, qui prévoit ensuite la façon dont on va suivre comment ça se passe. Donc c'est le monde de l'organisation et de la raison. Et ce qui est caractéristique dans ce monde-là, même si on prévoit ensuite des améliorations, c'est qu'on ne fait pas tant qu'on ne sait pas où on va. Ça a donné des résultats fantastiques. On a fait des choses d'une complexité forte et qui fonctionnent très bien. Ensuite, après, naturellement, on essaye d'optimiser tout ce que l'on fait. Donc on fait des entreprises de plus en plus grandes pour amortir les coûts fixes, c'est l'éternelle chose. Ensuite, on essaye d'automatiser de plus en plus la production et les services. Et d'ailleurs, quand on automatise, on essaye d'éliminer l'humain du processus.
On appelle ça même le facteur humain, et on essaye que ce facteur humain influe de moins en moins sur la qualité du processus. C'est très performant pour faire des grands systèmes. Vous voyez la complexité aujourd'hui d'une entreprise automobile. Hein, vous imaginez tous les sous-traitants, etc. Tout ça est organisé et processé. Mais c'est lent. Et quand le monde se transforme vite, eh bien, ça ne peut pas réagir très vite. Parce qu'il faut du temps pour que tout ça se pense, s'organise, que les informations se partagent, etc. Ensuite, du fait de l'optimisation de tout ça, c'est peu robuste. Je suis resté une fois en panne, heureusement j'ai eu une autre voiture dans les Pyrénées, une durite début août, et ma voiture est restée immobilisée un mois. On avait fait du lean, il y avait donc le stock minimum, etc. Les gens étaient en vacances, crac. Et la robustesse va être une qualité de plus en plus nécessaire pour nos systèmes. On dit que si les camionneurs américains s'arrêtent, ils sont arrêtés 2 semaines, l'Amérique était à genoux. Parce que notre système est tellement interchangeable, interopérable, optimisé, que le grain de sable peut devenir très vite un point gênant. Et en plus, ces grandes entreprises-là, il y a une forme d'aversion au risque et au changement parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Donc, cet imaginaire industriel nous a permis de faire des choses fantastiques, mais il ne permet pas de résister à la complexité nouvelle qui arrive avec le numérique. Parce qu'avec le numérique, vous avez la complexité d'avant, et vous avez cette communication partout dans le monde, les données que vous allez utiliser, vous accélérez tout ça, donc vous faites un monde qui est potentiellement de plus en plus complexe. C'est de la complexité au carré, comme je dis. Donc ça veut dire que, par rapport à cela, l'approche de l'imaginaire industriel ne va plus fonctionner. Donc il faut envisager des organisations où on laisse beaucoup plus d'autonomie aux composantes. Ces composantes sont capables de coopérer localement, elles sont capables d'apprendre, elles s'appuient donc massivement de plus en plus sur les personnes, alors que dans l'imaginaire industriel, il faut au contraire éliminer les humains parce que ce sont des obstacles, il faut en laisser un peu quand même, parce que quand ça ne marche plus, il vaut mieux qu'il y ait un peu d'intelligence dedans, mais on essaie de limiter l'impact. Et bien là, au contraire, on va reposer sur beaucoup de personnes qui coopèrent. Il faut travailler localement, il faut expérimenter, il faut échanger, il faut reconfigurer. Et donc, tout ça, ça va reposer sur de plus en plus d'autonomie, d'initiative, avec quand même le besoin de se synchroniser autour de vers où on va, d'où ce problème de valeur dont je vais parler, et puis un certain nombre de régulations nouvelles liées à cette complexité. Et ça, petit à petit, j'espère vous montrer que c'est quelque chose qui est parti. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce que quand vous regardez nos enfants, et de plus en plus les adultes, certains sont adultes, et les plus âgés comme nous sommes, de plus en plus, avec ce phénomène d'individuation, ils n'ont pas envie d'être un rouage d'un grand système. Ils ont envie eux-mêmes de faire, d'expérimenter, qu'on utilise leur intelligence. Et j'espère qu'on va supprimer ce vocabulaire horrible d'emploi sans qualification. On fait travailler un humain sans qualification. C'est horrible. Et c'est la logique industrielle. Donc, et je ne dis pas qu'il faut abandonner cette logique industrielle, elle permet de faire un tas de choses, mais il nous faut des armes nouvelles pour affronter cette complexité nouvelle. Et donc là, quand on va optimiser, eh bien on va développer les capacités de coopération, de partage, et certaines grandes entreprises ont déjà compris, cette grande entreprise qui fait des systèmes électriques, etc., Schneider, ils ont déjà compris, parce qu'avant ils faisaient marcher leur cadre en leur disant plus vous avez de performance, plus on vous donne des primes. Puis ils se sont rendus compte que chacun travaillait dans son coin, qu'au bout d'un moment c'était contre-productif, donc maintenant ils donnent des primes, aussi une partie sur la capacité à travailler transversalement. Donc il faut coopérer, partager, il faut donc pouvoir apprendre, explorer, que chacun puisse faire ses apprentissages et ensuite les rendre aux autres. Il faut, c'est ce qu'on appelle le mot anglais d'empowerment, il faut donner des compétences humaines de plus en plus, il faut former. Il faut aussi savoir utiliser cette intelligence numérique qui est un mélange d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle. Et puis, de plus en plus, les gens, et on le voit, nos jeunes ingénieurs, en sortant, de moins en moins, ils vont dans les grandes entreprises. Ils y vont encore, mais maintenant, c'est devenu
minoritaire par rapport aux PME ETI. Ça veut dire qu'ils ont envie d'expérimenter, de faire ce qu'ils ne peuvent pas toujours dans les grandes entreprises. Et ils veulent aussi, certains disent, eh ben non, je ne veux pas aller travailler dans cette entreprise, que ce qu'ils font ne me plaît pas. Donc le problème du sens va devenir aussi un moteur dans tout cela. Et je dis, ça tombe bien parce que, effectivement, nos aspirations sont en train d'évoluer vers ça. J'en parlerai tout à l'heure un peu sur la démocratie. Deuxième point important, les valeurs. Donc là, on a un imaginaire qui est en train de se transformer, qui va nous aider à pouvoir imaginer ce monde nouveau, hein, dont les bases sont différentes du monde industriel optimisé. L'importance des valeurs, une civilisation est construite autour de valeurs, hein, qui permet des valeurs de mobilisation, pourquoi les gens ont envie de faire des choses, de régulation, de synchronisation, et puis des images qui vont nous permettre, on appelle ça le storytelling, qui nous dit on a envie d'avancer, on a envie de faire cela. Mais ces valeurs, elles portent l'empreinte, aujourd'hui, nos valeurs dominantes portent l'empreinte de la civilisation dominante, qui est la civilisation industrielle. Je sais, je fais un peu de provocation là-dessus. Liberté, égalité, fraternité. On se met tous au garde à vous, c'est notre valeur. Hein. La République, notre République, c'est l'industrie, c'est la République du monde industriel. La liberté, c'était quelque chose qui était la fin des corporations. Avant, les métiers étaient régulés, avec la liberté, on dérégule. Hein. Donc, abolition de la noblesse, fin des corporations. La liberté, mais c'est aussi la liberté d'agir, et c'est aussi le libéralisme, hein, avec ses sources et structures d'inégalité. C'est aussi ça la liberté. Hein, la liberté pratique, celle comme on l'a faite. Quand on parle d'égalité, c'est très bien, on est tous égaux. C'est l'égalité d'accès, mais de plus en plus dans des courses inégales. Hein, selon que vous soyez né dans tel ou tel endroit, vous irez plus à telle grande école ou à telle autre. Hein. Donc c'est certes une valeur importante, l'égalité, mais dans la pratique, hein, on en a fait eh bien, des inégalités en fait d'accès. Et la fraternité théorique, elle est forte, c'est un sentiment fort à la fraternité, mais elle bute en fait sur la consommation. Hein, si je donne plus, je pourrais consommer moins. Or on me dit qu'il faut consommer, j'ai envie de consommer pour être. Donc on a comme ça petit à petit des fraternités qui peuvent être aussi se réduire à des fraternités entre égaux. Quoi, ou entre... Donc il faut regarder qu'il ne faut pas jeter sur ces valeurs parce qu'elles ont chacune une racine profonde, mais il faut regarder ce qu'elles donnent effectivement et quelles valeurs elles ont poussé. Et elles ont poussé fondamentalement cette valeur de la concurrence qui est liée à notre système industriel. Et c'est profond, parce que dans le système, celui d'avant, où on faisait de l'agriculture et de l'élevage, une terre qui produit et une autre qui produit, ça s'additionne. Si une terre produit plus, elle n'empêche pas l'autre de produire. Quand on fait de la société industrielle et de la compétition par la technologie, etc., the winner take all, comme on dit, takes all. Ça veut dire que si je suis plus fort, je tue l'autre. Tant qu'il y a de la ressource, ça va. Mais quand il n'y a plus de ressources, ou quand les ressources commencent à se limiter, est-ce qu'il est bon que... d'abord, on n'a pas fait 3 ou 4 systèmes de rails en même temps, parce que bon, les télécoms, on l'a fait, mais ça coûte cher finalement. Il faut commencer à réfléchir que cette concurrence, elle était motrice, mais elle porte aussi des éléments de destruction en elle. Et quand ça devient la concurrence, concours de pâtisserie, concours de chant, concours de tout ça, etc., c'est ça qui est dans nos têtes, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, de tout ça, qui était notre valeur porteuse, quoi. Et d'ailleurs, nous, on sélectionne des élèves ingénieurs, etc. On est dans ce système. Hein. Et ce que certains disent, c'est qu'au bout d'un moment, les remèdes qui ont permis de progresser peuvent aussi devenir des poisons. C'est ce qu'on appelle le pharmaco, d'un terme grec pédant. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'une nouvelle civilisation demande à réfléchir à de nouvelles valeurs. Pas faire table rase, mais simplement ayant conscience de ce à quoi servent les valeurs et qu'on favorise l'émergence de nouvelles valeurs. Pardon. Donc,
simplement, donc je vais prendre juste 3 ou 4, il faut voir qu'aujourd'hui, petit à petit, on commence à se rendre compte, parce qu'on a des problèmes devant nous, que la coopération est supérieure à la compétition. Et pour des raisons d'efficacité, tout simplement globales. Que l'usage est supérieur à la possession, hein, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte que là on a des capacités de mutualiser, comme par exemple les vélos dans les grandes villes, etc., des vélos libre-service ou des voitures, petit à petit, ça coûte moins cher à la société de partager, parce qu'autrement on n'a qu'une utilisation partielle. Et surtout, quelque chose auquel je tiens vraiment, parce que je pense que c'est clé, c'est qu'aujourd'hui, on nous rabat les oreilles avec la transparence. Mais la transparence, c'est quand on rend quelque chose de transparent, c'est qu'on en rend quelque chose d'autre opaque en général. Vous rendez transparent le patrimoine des candidats à la présidence de la République, et c'est Mélenchon qui arrive en tête. Si vous y croyez, moi j'y crois pas du tout. On a mis l'éclairage à un moment sur quelque chose, on cache d'autres choses. Bon. Ce qui est beaucoup plus important dans un monde complexe, c'est pas d'être transparent, parce que de toute façon, on ne pourra pas comprendre. On échange avec tellement de gens, etc. On pourra pas, l'autre ne pourra pas être transparent. Ce qui est important, c'est d'être loyal. C'est-à-dire que dans les échanges, je travaille avec Facebook. Facebook dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est ça le plus important. Dans un monde complexe, il faut que vous ayez confiance dans les autres, sinon vous ne pouvez plus avoir de... Et en plus, quand vous allez avoir des smart contracts qui vont travailler pour vous, des agents intelligents, etc., s'il n'y a pas de loyauté structurelle, on va vers l'acharnement. Donc petit à petit, je pense qu'il faut développer ce jeu de valeurs qui correspond à la complexité que l'on a aujourd'hui. Vous avez, je prends aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les phénomènes de people, quoi. Donc, on a donc quelques-uns qui vont être les people. Si vous prenez, je le dis à chaque fois, si vous regardez la télévision, vous pensez qu'il n'y a qu'un seul joueur de violon en France, il s'appelle Capuçon. Pourtant, il y a un tas de gens qui jouent très très bien du violon. À un moment, il y a eu la femme du Premier ministre aussi. Bon, c'était people, quoi. Et il n'y a qu'un seul violoncelliste, c'est le frère de Capuçon, d'ailleurs. Donc, vous voyez comment, quelque part, en pipolisant comme ça, etc., comment on empêche la diversité de s'exprimer. Et ça va être extrêmement important, parce que justement, on a besoin de ce génie humain massivement, on en a besoin massivement. Donc, il faut que l'on travaille sur ces problèmes de valeur. Alors, l'idée, c'est que comment peut-on agir devant cette métamorphose? On a deux façons. On a plusieurs façons en fait. Quand on a un changement très fort comme ça, une première idée, ça peut être de le refuser. Ça peut être de dire, eh bien moi je refuse le progrès, je refuse la technologie, je refuse tout ça. Bon, le problème c'est que on n'a quand même pas trop le choix, parce qu'on va être... Rabi, il écrit des choses magnifiques, mais ça ne va pas le faire pour 10 milliards d'habitants. Et en plus, plus de la moitié déjà sont dans des villes. Et ça va continuer. On peut essayer de réparer, de bricoler un peu pour que ça marche. Mais comme le système est en train de changer de phase, eh bien on va bricoler avec les solutions de l'eau, alors qu'il faudrait penser déjà à la vapeur, quoi. Donc, il faut prendre conscience qu'on est en train de faire un changement de phase, et on peut tous y participer. C'est pas compliqué si on regarde ça. Donc, on a ce monde qui devient compliqué. Ça veut dire que même aujourd'hui, on ne sait plus calculer le monde. Il est trop complexe pour ça. Si vous voyez une entreprise, le nombre de niveaux sur lesquels elle agit, c'est pas maîtrisable complètement si on reste dans les paradigmes anciens. Ce sera maîtrisable si effectivement chacun à sa place est capable d'agir, de dire, d'échanger, de communiquer, de prendre les choses en main. Ça tombe bien d'ailleurs, je ne vous expliquerai pas ce soir ce sont les topos, mais on a un mathématicien russe qui a vécu en France célèbre, qui a créé des outils mathématiques pour ça même. Parce qu'on va avoir besoin d'outils, parce que le numérique c'est aussi la capacité à donner des moyens et des outils pour instrumenter tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, c'est plus une firme, quelque chose de fermé, on met des barrières autour, hein, il y a des interactions qui se font à tous les niveaux.
Mais c'est vrai pour les entreprises, vous prenez l'éducation d'un enfant. Le jour où mon fils à 4 ans est arrivé en disant j'ai le droit, je me suis dit bon, ça c'est pas toi qui lui as dit, c'est sûr. Ça veut dire qu'ils apprennent, ils sont, etc. Ils interviennent des différents niveaux. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte ça, et non pas donc le refuser, non pas essayer de bricoler, mais dire comment va-t-on, quelque part, utiliser cette vague pour avancer. Et c'est pas réservé aux Parisiens. C'est quelque chose sur lequel on peut tous agir, peut-être mieux que certains Parisiens. Alors, comment est-ce qu'on va agir là-dessus? Ça veut dire que le numérique, il faut que ce soit une ressource pour tout ça. Ça veut dire que, vous savez, on commence à s'en rendre compte quand on réfléchit sur l'écologie. Une entreprise, ça fonctionne avec un certain nombre de choses et ça puise dans un certain nombre de communs. Alors, puiser sur un commun, ça peut être jeter des choses dans la rivière, ça peut être utiliser de l'air, utiliser des ressources communes. Et de plus en plus, on va être amené à réfléchir sur cette utilisation partagée des ressources communes. Parce que sinon, on peut avoir quelques déboires. Mais il faut voir que le numérique va aussi créer des capacités de mettre en commun des ressources, de la connaissance. Vous utilisez tous ou vos enfants Wikipédia, c'est un exemple où ça s'est fait, comme ça, chacun y a contribué, et vous avez maintenant une ressource, vous pouvez aller, il y a beaucoup de connaissances dans Wikipédia, vous pouvez aller puiser dedans. Ce sont des communs, ce qu'on appelle des communs, au sens des prés féodaux là, dans lesquels tout le monde pouvait aller faire paître ses agneaux, etc. Eh bien, on va créer des communs. Alors, on crée des communs, ça peut être des communs qui permettent de communiquer et d'aller partout dans le monde avec qui l'on veut. Ça peut être des communs de connaissances dans ce que j'appelle la cybersphère, peu importe. Ça peut être des communs d'intelligence, de création. Ça veut dire qu'une entreprise peut se dire « Tiens, j'ai tel problème à résoudre, je ne sais pas le résoudre, mais peut-être que dans le commun de la cybersphère, là, il y a des gens qui ont déjà résolu ça. » Ça veut dire qu'il faut changer un peu d'état d'esprit. Ça veut dire qu'il ne faut pas se verrouiller, ça c'est à moi, pas à l'autre, etc. Mais on va se rendre compte, et le logiciel libre a été le début de ça, qu'en mettant en commun, en partageant, eh bien, on peut avoir beaucoup plus de ressources et d'efficacité. C'est un changement de mentalité. Vous avez eu hier une conférence pour ceux qui étaient sur le capitalisme et son évolution. Mais on est là-dessus, on s'est battu un certain nombre. Quand je dis petite, il y a eu des grands noms, heureusement, sur l'entreprise à mission, qui était dans la loi Pacte, etc. Ça veut dire que les entreprises qui aujourd'hui ont comme seule réelle définition la société qui appartient aux actionnaires et pour lequel ils sont en droit de demander le maximum de résultats, va se doter de raisons d'être, à quoi on sert, et pouvoir se donner des missions qu'elles vont pouvoir faire avec d'autres. Le début, la loi va commencer à le permettre. Et ils ont eu l'intelligence de le faire optionnel, sinon il y aurait eu un tir de barrage, les actionnaires disaient non, c'est nous qui... Mais comme c'est optionnel, c'est passé, et petit à petit, il va falloir que ces entreprises apprennent à se transformer et à dire qu'à la fois il y a des biens communs dont il faut partager l'utilisation, donc les ressources renouvelables, la terre pour aller vite, et puis des biens communs qu'on peut créer qui vont être des critères pour nous de performance. Ce soir, on fait du travail de mise en commun, en fait, et chacun peut repartir avec. C'est vers là qu'on va être, je pense, contraint d'aller, si on ne veut pas se rapprocher du mur, quelque part, à vitesse, en accélérant en plus, ce qui n'est pas le plus malin pour se prendre un mur. Donc, cette entreprise, elle devient un système qui est, j'allais dire, multi-ouvert, qui agit sur un tas de niveaux, et qui va puiser dans une diversité de ressources externes. Alors les plus intelligents ont commencé, les grandes entreprises du numérique, elles utilisent du logiciel libre. Et d'ailleurs, comme ils calculent, parce qu'ils veulent des résultats, ils se disent « Oui, mais combien il faut que je mette dans la création du logiciel libre? Il faut que j'en mette suffisamment pour participer, mais pas trop pour pas que ça me coûte cher et que je récupère le résultat des autres. » Elles sont encore dans l'état d'esprit ancien. C'est pas étonnant, c'est les GAFA. Mais autrement, il faut effectivement imaginer que ces ressources externes, ces effets d'externalité, comme disent les économistes, vont être des points clés pour la performance de l'entreprise et globalement du système. Bon, bien sûr,
qu'à chaque fois que vous faites un système complexe, il faudra imaginer aussi des régulations, des compensations, pour que l'ensemble du système fonctionne quand même en harmonie. Donc on a du travail à faire pour ça, mais il ne faut pas attendre d'avoir résolu ces problèmes-là pour avancer. Il faut faire les preuves que ça peut commencer à fonctionner. Ce système de mise en commun, d'ailleurs, c'était dans un petit village où on échangeait beaucoup. Mon père, quand il recevait quelqu'un, ils allaient d'abord visiter le jardin, ils échangeaient les conseils pour ça, etc. Ce n'est pas quelque chose de non naturel à l'humain. C'est plutôt le développement de cette économie industrielle qui nous a amené à dire c'est à nous, pas à nous, etc. Et à ne pas comprendre que ce mécanisme, il est fondamental. Alors, je vais passer à la dernière partie. Je suis forcément déjà très long. Donc, ce que je pense profondément, et on en discutait un certain nombre, je pense qu'on est en train de changer de civilisation d'une façon ou d'une autre, ou de méta-civilisation, parce que ensuite les civilisations, ça dépend d'où on est sur Terre, on a chacun notre histoire, elles ne sont pas toutes identiques. Mais on est en train de changer de civilisation. Une civilisation, c'est, je ne dis pas que c'est une définition exhaustive que je donne, mais c'est un mythe quelque part. Et la civilisation industrielle, notre mythe, c'est le progrès. Bon. Le problème, c'est que ce progrès, on l'a fait pour aller sur, on est combien, 7 milliards, ça bénéficie bien à 1,5 milliard sur Terre, un peu moins à d'autres, et on ne pourra pas faire le même progrès pour 10 milliards, et pour tout le monde. On le sait. D'abord parce que c'est pas simple à faire, et deuxièmement parce que la Terre n'a pas les ressources pour ça. Donc ce mythe du progrès était bien pour nous faire avancer, mais là on a atteint les limites, on touche le plafond, il va falloir faire quelque chose. Ensuite, l'organisation, c'était cet imaginaire industriel qui était adapté à une situation qui est moins maintenant. La valeur mère, c'était la compétition, j'en ai parlé. La régulation, tout ça, parce que je n'ai pas discuté de la régulation. La régulation, c'est le marché. Le marché, même si les économistes vous disent que ils vous disent c'est le marché qui régule, même s'ils savent en le disant que c'est pas vrai. Parce que pour que le marché régule, il faudrait que tous les consommateurs soient des êtres complètement avertis, etc. Et surtout, en plus, on fait tout ce qu'on peut pour que le consommateur n'ait pas un comportement averti, puisque avec la publicité, etc., on lui fait faire des choses qui ne sont pas dans son intérêt. Bon. Mais c'est la main invisible du marché. Et puis, quand même, parce qu'il faut faire, il y a le filet social qui était très important, qui permet de ce marché qui amène à des accaparements de richesses excessifs, on le compense heureusement par un certain nombre de choses. Et en France, on le fait à certains niveaux. Ensuite, une civilisation, c'est aussi une forme de sens, de spiritualité. Et ce qui a porté la civilisation industrielle, c'est la science, et quelque part qui se transforme en ce qu'on appelle le mythe de Prométhée. C'est-à-dire l'humain qui serait suffisamment évolué, avancé pour se passer de tout le reste, de ses racines, de la terre, après selon ses croyances, des aspects divins ou pas. Donc cette civilisation-là, tout cet ensemble-là l'a porté, nous a fait faire des progrès en longévité, en santé, etc. Bon, santé, à la fois pharmacon, remède, et à la fois poison aussi. Donc il faut qu'on change de civilisation, et là on est au début, on le sent poindre, mais il y a une mécanique qui quelque part, et je pense, est enclenchée, et soit on va buter on touche le plafond, on va vers le mur, donc il faut qu'on imagine autre chose. Donc cette autre chose, ça va être un mythe, ça va être le partage des ressources naturelles, puisqu'on n'a qu'une terre à partager, on n'a qu'un seul vaisseau, peut-être que dans quelques dizaines d'années on commencera à en explorer d'autres, mais là on a un seul vaisseau, et artefactuel parce que ces ressources d'artefacts d'objets, ces ressources d'intelligence, etc., il faut qu'on les partage. Parce que c'est ce qui sera l'utilisation la plus rationnelle, la plus performante, et qui nous évitera de nous effondrer ou de tomber dans des guerres ou autres. L'organisation, j'en ai parlé, c'est cet imaginaire numérique qui s'appuie en fait sur l'initiative des personnes, leur capacité leur valeur, donc ça va être celle de la coopération, qui sera supérieure à la compétition. La régulation, eh bien, c'est un mot horrible de commun, d'externalité, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'il va falloir réguler
la création, parce que pour que les communs fonctionnent, il faut qu'on apporte pour prélever, quoi. Donc il va falloir organiser tout cela. Alors ça peut être le bien public qui organise un certain nombre de choses, mais ça ne suffira pas. Donc il faut effectivement que dans la raison d'être d'une entreprise, on regarde aussi cette capacité à apporter des communs autant qu'on prend, etc., entretenir ces communs. Et le sens, eh bien, ça va être ce qu'on peut appeler la coévolution, c'est-à-dire comment l'humain va utiliser toutes ces capacités d'intelligence numérique pour lui-même évoluer. Ça va être la technologie, comment utiliser ces technologies sans qu'elles nous détruisent, l'intelligence artificielle, et comment va-t-on aussi maîtriser cet impact sur le vivant, parce que ça peut être très dangereux, on peut être très vite apprenti sorcier dans le domaine, et on sait déjà que les OGM, qui est une façon de manipuler le vivant, peut amener un certain nombre de catastrophes. Alors, je ne vais pas simplement, il faut inventer aussi de nouveaux vocabulaires parce que on parle d'entreprises industrielles, ces entreprises de l'ère industrielle. Aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient soit parce qu'elles fabriquent des objets matériels ou alors elles fabriquent des services ou des contenus, eh bien de plus en plus, le numérique joue un rôle important dans toutes leurs fonctions. Donc ces entreprises, elles deviennent, alors je n'ai pas encore trouvé le mot complet, je change un peu, j'appelle ça des entreprises infoactives. Et il faut qu'elles-mêmes prennent conscience de cette infoactivité, des données qu'elles ont, etc. Et qu'elles fassent évoluer leur façon d'être et leur façon d'être insérées dans un ensemble économique qui ait du sens, quoi. Donc, ces entreprises, il faudra travailler dessus. Je vais accélérer un petit peu. Je ne vais peut-être pas dire beaucoup, même si c'est tentant, sur la démocratie. On a quelque part bâti dans ce monde industriel une démocratie correspondant à l'imaginaire industriel. C'est-à-dire qu'on a industrialisé la démocratie avec des représentants qui portent, etc. Ce système a permis de faire de belles choses, très belles choses. Puis comme tout système qui fait de belles choses, il se grippe parce qu'au bout d'un moment, les gens ne sont plus forcément les représentants, mais deviennent des professionnels d'eux, etc. Et surtout, le système devient trop complexe. Beaucoup trop complexe. Et les politiques eux-mêmes, les représentants, ils n'ont plus les compétences suffisantes pour. Alors, il y a une façon de dire, c'est pas grave, on va les doter d'experts. Bon. Mais les experts sont eux-mêmes en nombre limité, etc. Et si on ne plonge pas dans l'imaginaire numérique pour dire, ben, les experts, c'est aussi nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous experts de tout, mais on est capable de penser. Je suis persuadé que si on demande aux gens, comment peut-on faire pour par exemple, diminuer pour les problèmes d'énergie, eh bien, on va avoir un tas d'idées qui peuvent germer, qui ne seront pas les idées qu'ont les experts, ni les politiques, a fortiori, parce que, globalement, les malheureux, on les comprend, ils sont un peu dépassés, quoi. Donc, il faut quelque part... alors, on a carrément sauté. Il faut quelque part... alors, c'est peut-être dans l'autre sens. Il faut quelque part imaginer la démocratie de l'imaginaire numérique. Celle qui va permettre à chacun d'apporter, de mettre sur des réseaux sociaux. Bon, il y a des informations qui sont vraies, puis il y a du fait qu'on fait semblant de découvrir que tout ce qu'on dit sur les médias n'est pas vrai. C'est marrant quand même. Parce que, bon. Donc, il faut quelque part travailler pour bâtir cette démocratie qui a une part qui sache faire la part des problèmes locaux et des problèmes plus généraux, qui fait qu'on ne décide pas de tout à Paris, entre un petit nombre de gens très, très limités et tout, qui sont très intelligents, mais c'est quand même 4 personnes très intelligentes sont moins intelligentes que 1000 personnes un peu moins intelligentes. C'est mathématique, quoi, quelque part. Donc, il y a ce travail à faire sur la démocratie, et je pense que, bon, on a quelques champs du signe, mais on va forcément y arriver, et ce sera par le bas, par les villes et les villages, que tout ça, par les collectivités, que ça va se restructurer quelque part, se refonder, quoi. Et je termine ces 2 transparents.
Donc il faut qu'on ait quand même ce transparent où il y a d'un seul le numérique qui nous pousse, il y a l'industrie qui à la fois nous pousse et nous tire avec les problèmes écologiques, etc. Il y a la puissance financière et le capitalisme financier qui nous oppresse sur un certain nombre de choses. On est amené à se dire, mais qu'est-ce que l'on veut faire en fait? Et moi, ce qui m'avait frappé il y a une quinzaine d'années, on fait de la prospective avec un certain nombre comme ça, c'était un reporter de France Télévisions de l'époque, qui à l'époque pouvait encore passer du temps à préparer ses reportages, ce qui n'est plus le cas maintenant. Il avait travaillé donc avec une famille, et à un moment, il y a donc un petit déjeuner d'une famille qu'on appellerait de cadre moyen maintenant aujourd'hui, et la fille de 15 ans dit à ses parents on vous regarde, vous savez, pour nous vous êtes important, quand on est petit, c'est vous qui savez, qui nous dites ce qu'il faut faire et pas faire, et là on vous regarde, on a l'impression que vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous allez. Quand on entend ça, ça pose question. Donc je pense qu'on est on est amené à se poser la question, où est-ce que l'on veut aller? Il faut donner du sens à l'aventure humaine, quoi. Donc c'est pas une vision, ce qu'on appelle les fameux GAFA, etc., qui ont des visions un peu de l'homme peut faire ce qu'il veut, l'éternité, etc. C'est des gros mensonges, hein, ce qu'ils nous disent, on va pouvoir remplacer vos éléments du corps et tout. Quand vous savez ce que coûte un cœur artificiel aujourd'hui, qui ne fonctionne pas très longtemps, et vous imaginez la même chose pour 10 milliards d'habitants, c'est de la fumisterie, l'autre chose. Hein, ils nous racontent des bobards, parce que pendant ce temps-là, les mains vont chercher dans les poches. Hein, mais quelque part, il y a cette tentation prométhéenne. Au contraire, il faut s'enraciner dans ce que l'on est. Dans la nature, il reste beaucoup, quand vous regardez comment vit une forêt, vous pouvez réfléchir en disant qu'est-ce qu'elle a à nous dire et comment elle nous apporte, les façons de s'organiser. Il y a vraiment de la connaissance à puiser dans tout ça. Donc je pense qu'il faut travailler sur un certain nombre de piliers simples. Alors la sécurité, parce que physique, écologique, parce qu'on est menacé... la sécurité privée, la cybersécurité, c'est fondamental pour que les humains puissent travailler en confiance. Il faut qu'ils soient en sécurité. Il ne faut surtout pas supprimer l'entreprise. Hein. Je pense qu'il y a des plaisantins qui disent qu'on va tous être des travailleurs indépendants. Moi je dis travailleurs indépendants, vous allez travailler pour qui? En général, pour les grosses entreprises en question qui vont... Non, les entreprises, c'est des lieux où on coopère, on se met ensemble, on se donne un certain nombre de sécurités, on peut se former, etc. Donc c'est dans ces entreprises qu'il faut travailler. La famille, hein, donc c'est un sujet un peu tabou actuellement, mais la famille, c'est très important. D'abord, c'est physiologique, hein, Miracine, d'où je suis. C'est un élément de solidarité très important, hein, quand il y a des problèmes. C'est un problème de racine, de transmission. Il faut travailler sur ce point-là, parce que on voit d'ailleurs tous ceux qui quelque part sont les premiers à dire la famille, quand on regarde dans leur vie privée, combien c'est important pour eux. Hein. Le bien-être, bon, oui, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour souffrir. Donc là, qu'est-ce que la satiété? C'est pas forcément ce que la publicité. Parce que la publicité, c'est un véritable cancer quand même. Puisque structurellement, c'est fait pour nous frustrer en plus. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous aurez selon la fille ou l'homme avec le parfum, vous avez le parfum et vous avez ni la fille ni l'homme, c'est pas possible, quoi. De quelque part, et c'est un outil, et c'est un cancer qui a métastasé dans tous les éléments. Il n'y a plus de communication sans publicité. Bon, la bonté, parce que c'est vrai qu'on a quand même des capacités naturelles à s'écharper. Travailler la considération, la tolérance, la bienveillance, c'est important. L'éducation, bon, je parle... Parce que éduquer, c'est à la fois comprendre la société pour pouvoir agir dessus, hein, fondamentalement. Et puis la spiritualité, on se pose des questions, c'est quoi l'aventure humaine? On peut faire semblant de ne pas regarder ça, mais bon, moi dans mon petit village, je regarde les étoiles de temps en temps, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, quoi, c'est pas... Donc on a un certain nombre de choses à faire, sachant qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, il y a... Ce que je dis là est très simplifiant, mais il y a trois forces qui sont actuellement les moteurs. Hein. Il y a celle du business first, hein, c'est la force américaine, le veau d'or, et dès l'instant où il y a des dollars, on a le droit de tout faire, quasiment. Hein. C'est pas loin, ça justifie à peu près tout. Hein. Monsanto, il y a du dollar à faire, on le fait, puis après, peu importe.
Puis si on sent qu'on est en difficulté, on a l'intelligence de se vendre aux Allemands et on va couler en même temps. Quand les Américains vendent, c'est qu'en général... non, c'est pas... Ensuite, il y a une autre idéologie qui est à l'œuvre, qui est le State First, hein, qui est le Chine. Ce que fait la Chine actuellement, c'est un bon exemple. Hein. Alors c'est le mythe du citoyen exemplaire. L'exemplaire est défini par ceux qui conduisent la Chine. Moi, je ne leur jette pas la pierre, c'est pas simple pour conduire la Chine, hein, c'est compliqué, mais ça veut dire que là, on a les 10 commandements, quoi. Il y a une voie d'or, il y a les 10 commandements, et au nom de ça, il faut effectivement... alors, on en a besoin aussi. Hein, on a besoin un peu de business, qu'il faut quand même faire tourner l'économie, il faut qu'il y ait... on a besoin de cette first, et puis il y a l'approche qui est plus européenne, qui est effectivement human first, quoi. Donc de l'autonomie, de la diversité, et puis une vision un peu spirituelle du monde. Je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie, on peut se cacher les choses, mais je pense qu'on est obligé, surtout qu'on a quand même peu de temps. Ça ne veut pas dire que l'humanité va s'arrêter, hein, mais il peut y avoir de vraies catastrophes qui arrivent, on n'en est pas si loin, on a peu de temps, il faut regarder les choses en face. Donc, et c'est ma conclusion sur la coévolution. Donc, c'est vrai que la société humaine, ce qui nous différencie des sociétés animales et végétales, c'est qu'on s'adapte et puis on est porteur d'évolution, on est porteur de dessein, de volonté de dessein. Toutes les religions, d'ailleurs, ne sont pas toutes là-dessus. L'approche spirituelle chinoise, c'est comment rentrer en équilibre, en harmonie avec le monde. C'est pas de le faire évoluer. L'approche qui est plutôt d'origine chrétienne, et plutôt, justement, on fait évoluer le monde. Teilhard de Chardin dit des choses très intéressantes là-dessus. Mais ce qui nous caractérise, c'est qu'on a envie d'évoluer, et c'est qu'on bouge, on crée, etc. À chaque fois, notre société a beaucoup évolué par les peurs. Certains disent que les religions sont nées des peurs de la nature, des peurs de tout ça. Donc on a des mythes qui nous agitent, hein, donc Gomorrhe, la destruction divine. Ça peut être dans les films une grosse météorite qui nous tombe dessus. On a ces peurs, on a Prométhée comme mythe, hein, vouloir être libre indépendamment de tout le reste. Hein. Évidemment, en faisant ça, on coupe toutes nos racines, mais bon, il y a le golem dont on a parlé. Et puis on a des utopies qui fonctionnent, qui sont bien intentionnées, comme l'état de nature, hein, mais on ne passera plus jamais par l'état de nature, parce qu'on a beaucoup évolué entre-temps. Et puis le transhumanisme, je dis ce que j'en pense. Donc, notre responsabilité, je pense, c'est d'assumer, de porter pour le meilleur et le pire ces métamorphoses, ce potentiel qu'on a dans les mains, hein, sachant qu'on a du génie et on a aussi ce que les gens appellent de l'hubris, qui est nos folies, quoi. Donc on ne va pas les supprimer, mais il faut effectivement assumer tout ça. Et je pense qu'il faut aller effectivement vers une forme de coévolution entre l'homme et les technologies. D'ailleurs, c'est ce qu'on a toujours fait. Hein. C'est qu'à chaque fois que des technologies nouvelles de rupture arrivaient, on se les appropriait et l'humain évoluait, et l'humain tout seul et sa capacité d'interaction. Donc, pour alimenter cette coévolution, il faut être capable de puiser des connaissances et des ressources, à la fois les nouvelles que l'on apporte, hein, les outils nouveaux, mais en plus tout le savoir qu'on a réussi à accumuler, donc dans les aires industrielles et agricoles, hein, mais aussi regarder que l'animal, le végétal, le minéral existe et aussi est capable aussi de nous apporter beaucoup de ressources. Donc, pour terminer, je pense que de toute façon, le catastrophisme n'est pas une solution. Alors je ne sais pas si c'est la providence, mais il se trouve qu'avec cette évolution humaine, on a tout ce qu'il faut potentiellement pour pouvoir agir, réagir, en utilisant donc vraiment à la fois tout ce qui, en fait, en agissant autour de nous, où qu'on soit. C'est la famille, c'est la ville, c'est l'entreprise, c'est l'association. Et quelque part, si on dessille un peu les yeux, hein, et si on abandonne ces valeurs qui ont été porteuses, mais qui sont aujourd'hui, qui nous amènent dans la mauvaise direction, je pense qu'on doit pouvoir s'en sortir. Je vous remercie.
Merci Francis. Donc on va passer aux questions maintenant. J'ai une toute petite demande. Est-ce que l'open source peut se développer au-delà du numérique, je veux dire conceptuellement, toucher d'autres domaines que dans les procédés de fabrication par exemple, alors l'open source c'était le logiciel, mais c'est aussi par exemple dans la fabrication dite additive. On a effectivement des gens qui imaginent des modèles qui vont permettre de rentrer dans les machines, de fabriquer des objets, ils se les échangent, ils se les partagent, ils les améliorent. Et c'est donc quitter le côté de la propriété industrielle qui... Bon, hein. C'est vrai que la propriété industrielle c'est important, on dit que ça protégeait, mais finalement c'est moins performant. Oui, mais on voit justement... Donc, et il y a l'open source des idées de la création. Hein. C'est vrai que par exemple, une fois qu'on a vu les choses, la SACEM, etc., c'est une œuvre, c'est protégé, c'est défendu. On dit qu'à l'époque de Mozart, quelqu'un composait un morceau, l'autre l'entendait, il le réutilisait, il le refaisait, etc. Et c'était naturellement beaucoup plus créatif, quoi. Donc je pense que ça peut effectivement se répondre. Et par exemple, les chercheurs sont en train de développer cette idée que toutes les recherches doivent pouvoir être utilisables par tout le monde, etc. En ce qui concerne votre discours, vous avez prononcé plusieurs fois le mot vague. On est sur une vague. Alors moi, je parlerai aussi, et ça vous ne l'avez pas mentionné, dans votre discours, d'un rond-point. Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce que va nous proposer M. Macron et les autres? Voilà. Alors, moi, je vais partir d'un article sur Marianne, je crois que c'est le dernier, où un journaliste dit que si Google arrête, si Google s'effondre, il y a beaucoup d'entreprises qui arrêtent aussi. C'est une catastrophe. Alors, je ne sais pas exactement. Ah, oui. Après, que pensez-vous, par exemple, alors sur le quotidien, que parfois nous subissons, que pensez-vous de Linky? Que pensez-vous de maintenant, on veut arrêter le téléphone fixe et sans demander aux gens s'ils sont d'accord. Bon, vous avez touché un mot sur la démocratie, et c'est vrai que là, il y a de gros changements sur tout ce qu'on nous propose, entre guillemets, mais qui ne va pas dans le bon sens. D'accord. Alors, comme il y a beaucoup de questions, je vais faire des réponses lapidaires. Pour moi, les ronds-points, le mouvement des Gilets jaunes, c'est effectivement quelque chose qui sort du fait que on concentre la décision à Paris, forcément par des gens qui ne connaissent pas les problèmes. Quand je suis venu il y a 2 ans, je vous ai dit, pour moi, une élite qui n'emmène pas le pays au succès est juste une classe dominante. Je crois que ça résume un peu les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, ça ne veut pas dire que, mais ils représentent d'autres intérêts et tout. Et pour moi, les Gilets jaunes, c'était un mouvement magnifique, parce que c'était pas, on leur disait, oui, mais là, il faut vous battre sur le terrain normal. Donc, nommer des représentants, on va discuter, etc. Et ils disaient fondamentalement, mais nous, ce qu'on veut, c'est être pris en considération, qu'on ne décide pas à notre place de choses. Bon. Décider que taxer le diesel, parce que ça fait effectivement des particules fines pour les Parisiens. Moi, je suis dans un petit village, je sais bien que les quelques voitures qui sont là, c'est pas elles qui vont donner un niveau de particules fines gênant. Hein. Donc, ils savent bien qu'on leur raconte des bêtises au bout d'un moment, sans compter que le diesel, aujourd'hui, les nouveaux diesels sont moins polluants que les véhicules à essence. Hein. C'est aussi un... Bon. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça représente ça. Les gens disent, on a envie d'être pris en compte dans ce que... Et on a peut-être des idées, même. Bon. Donc ça, c'est un mouvement qui est clair, et en plus, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'ils utilisaient les mêmes outils que LREM, les réseaux sociaux et la messagerie cryptée, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas réservé à une élite, à ces outils, on peut s'en servir, en faire des très bonnes et mauvaises choses.
Bon, sur Google, ce qui est vrai, c'est que certaines entreprises ont bâti leur business model sur l'usage disons, du moteur de recherche de Google. Ils vivent dangereusement parce que le jour où Google modifie les règles, il y en a certaines qui sont débranchées du jour au lendemain. Et en plus, Google, c'est un peu comme la grande distribution, c'est le même principe qu'on appelle les marchés bifaces. Hein. Ils disent « venez chez moi, j'ai un moteur de recherche ». Ils disent aux clients « venez, vous aurez facilement accès à beaucoup d'informations ». Ils disent aux annonceurs « venez, parce que vous aurez beaucoup de clients, vous allez pouvoir faire de la publicité ». Donc ça marche très très bien. Et puis, au bout d'un moment, en observant ce que les gens font, consomment, ils créent la propre concurrence à ceux qui font des annonces chez eux. Et ils créent leur société de voyage, etc. Ils vous font des offres et tout. Donc c'est pas très fair. Et c'est un peu comme les produits de la grande distribution, les produits distributeurs. C'est le même mécanisme. Sur Linky, je crois que c'est plus... Le problème de Linky est plus un témoignage des questions que se posent les gens sur les données, sur l'utilisation des données, que le problème lui-même. Parce que Linky, au départ, c'est simple. Hein. EDF a dit on a des problèmes de relevé de compteur, on va les résoudre. Puis après, ils ont dit on va faire ça au nom de la modernité, etc. Moi, d'ailleurs, j'ai cru qu'ils allaient, à un moment, utiliser les informations qu'un compteur Linky redonne pour les mettre à disposition des gens, pour qu'eux-mêmes réfléchissent à leur consommation, les utilisent. Et il se trouve d'ailleurs qu'ils n'ont pas pu le faire, parce que notre système s'autobloque, parce que EDF n'est pas... Il y a EDF, il y a GRDF. Et donc les données n'appartiennent pas, il y a la concurrence, c'est un peu compliqué. Mais Linky, c'est pas, à la limite, c'est bien sûr qu'en regardant votre consommation, on peut regarder combien de gens sont dans la maison. Mais quelque part, ce qui a fait le rejet de Linky, c'est que les gens se disent, mais c'est plutôt un mouvement général de données qu'on nous prend sans nous dire ce qu'on en fait et tout. En lui-même, Linky n'est pas un problème critique, quoi. Et ce serait bien que, effectivement, on utilise les données, que vous, dans votre compteur, votre compte EDF, vous regardez ce que vous consommez, etc. Puis à la limite, vous pouvez l'utiliser vous-même, quoi. Donc moi, je pense que dans tout ça, il se passe beaucoup de choses. La société est agitée par beaucoup de choses. Il y a des rejets, c'est normal. Il faut trier tout ça et surtout prendre les choses en main, par nous-mêmes, quoi. Et je pense que si on sait résoudre à qui appartiennent les données de le compteur Linky, ce serait normal. Et d'ailleurs, je crois que de plus en plus c'est des données personnelles, donc vous devez avoir bientôt, maintenant, avec les nouvelles lois européennes, la capacité de contrôler leur usage. À condition qu'on vous donne les outils pour faire ça, quoi. Hein, c'est pas encore... Mais ça veut dire qu'au niveau européen, on bouge aussi. Hein. Le RGPD, ça a été très très important pour potentiellement dire que vous allez pouvoir contrôler, accéder à vos données. Oui, bonsoir. Une question. Comment on passe d'un système éducatif sélectif à un système éducatif coopératif? Alors déjà, le problème de... Enfin, j'ai regardé un peu ce qui se passait pour l'industrie, mettons les emplois industriels. On a un système qui est déjà un peu bizarre parce que avant le lycée, on fait une sélection et les moins bons vont dans l'industrie, et après le bac, c'est les meilleurs qui vont plutôt dans les filières d'ingénieurs, etc. On a un système bizarre. Ce système, il est quand même basé fondamentalement en France sur la sélection par les matières de la logique, qui sont les maths, la physique, et aussi le français, la langue, qui est un système logique, hein, de logique. Le problème, c'est pas on commence à se rendre compte que il y a les connaissances et la capacité des manier, qu'il y a les compétences et de plus en plus l'expérience. Donc notre problème, ça va être long, c'est d'être capable. Nous, on a des élèves très bons en maths, physique, etc. On les sélectionne, une classe préparatoire, etc. Ça donne des bons étudiants et qui sont plus créatifs que ce qu'on veut bien leur dire. Mais ce qu'il faut, c'est aller chercher d'autres qui ont d'autres compétences, et partant de leurs compétences, eh bien, s'ils sont bons en expérience, après, ils vont apprendre à développer leurs compétences, ils vont apprendre aussi des connaissances. Il y a des expériences magnifiques là-dessus. Ils prennent des gens qu'on dit des décrocheurs, et une fois qu'ils sont intéressés à quelque chose, après ça démarre. Donc ça, c'est déjà puisé dans toute la diversité des étudiants, des élèves.
Ensuite, le coopératif, ben, ça s'apprend, et curieusement dire, les Américains ont une éducation beaucoup plus qui entraîne à la coopération, à l'expression, à la communication, à la coopération, à l'école. Beaucoup en communication, ils sont meilleurs que nous là-dessus, parce qu'ils apprennent à faire des exposés, etc. Et nous, on est vraiment dans la compétition. Et nos profs, c'est pas ils maltraitent certaines fois nos enfants, parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez performants, qu'ils n'ont pas tout ça, parce que même ont la pression qui leur est mise. Quelque part, il suffit de changer d'idée et de système. Et il y a dans l'éducation nationale énormément d'expériences différentes qui sont faites. Quand vous avez, je me souviens d'un responsable d'une école en Finlande, parce que les Finlandais ont de meilleurs résultats que nous, je ne sais plus quel test, etc. Et on leur disait comment vous faites. Alors d'abord, ils disaient, on est responsable de notre école, on recrute nos profs, pas tout à fait le système français. Et puis, ils disaient, il n'y a pas de notes. Je dis, en fait, il n'y a pas de notes. Alors comment vous faites quand quelqu'un n'a pas compris? On lui réexplique, disait-il. Et ça partait du fond du cœur, c'était pas une coquetterie, quoi. Ça veut dire qu'il suffirait que l'on fasse confiance aux profs et aux instituts, qu'on leur dise au lieu de les programmes c'est ça, qu'il faut ci, qu'il faut ça, etc., qu'on leur fasse confiance et qu'on leur dise de proposer, développer, coopérer entre vous, etc., et votre système éducatif, en 5-10 ans, il se transforme. Moi, j'en suis persuadé. Ils ont de l'intelligence, ils ont de la compétence. Quand ils sont rentrés, au moins, ils ont de l'envie. Et il y a des profs qui font des choses fantastiques, beaucoup. Et ils sont dans un système d'organisation industrielle de la formation, avec un système de hiérarchie qui est quand même assez fort, qui leur tape sur les doigts et tout. Donc, non, je crois que si on fait confiance aux gens, ça peut vraiment se régénérer, se transformer assez vite. Bon, puis il ne faut pas éviter de dire le meilleur pâtissier du monde, le meilleur ci, le meilleur ça. L'excellence est une... et quelque part, quand on regarde bien, bien sûr qu'il y a des gens qui sont bons, bien sûr qu'il y a des bons joueurs, c'est bien, l'excellence, la qualité est bonne. Mais en fait, l'excellence, c'est quand même beaucoup de gens qui, entre eux, se disent qu'ils sont excellents. Ils ne sont pas mauvais. Quand on a un prix Nobel, on n'est pas mauvais, bien sûr, mais d'abord, quand on a un prix Nobel, on est très fort en chimie. Si on a un Nobel de chimie, on n'a pas forcément besoin de dire tout sur tout. Et surtout, effectivement, il faut arrêter cette valeur de la compétition, de l'émulation. C'est bien de jouer au foot et de marquer des buts, c'est bien. C'est sympa l'émulation, etc. Mais c'est pas forcément... le système, on en a fait un système où on sélectionne les meilleurs, on les paye des prix fous que l'on prend dans nos poches, parce que ce qui paye les joueurs, c'est la publicité, et la publicité, c'est vous tous qui la payez. Même si vous ne regardez pas le foot, vous payez quand même Neymar. Donc on a un système où il faut qu'on se désapprenne de cette compétition, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester à ne rien faire, mais il y a d'autres moteurs que la compétition. Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé... Ici. J'ai beaucoup aimé votre conférence. Je suppose qu'à l'appui de vos commentaires, vous avez certainement écrit des bouquins, des livres, pour pouvoir étudier ça de plus près, puisque malheureusement, on ne peut pas avoir un polycope de vos... Oui. Alors déjà, j'ai, de fait, pour des raisons un peu de surcharge, je n'écris que des livres collaboratifs. Sur la métamorphose, j'étais 16 à écrire le livre, et il y en a quelques-uns d'autres, je pourrais les passer, sur lesquels j'ai écrit des chapitres de tout ça. Et puis, il y a une façon de diffuser des bouquins, peut-être falloir que je me mette à faire un site pour pouvoir... Excellent idée. Et les cordonniers sont souvent mal chaussés. Alors cela dit, il y avait 3 problèmes que je voulais souligner par rapport à ce que vous avez indiqué. J'ai bien aimé votre rétrospective sur, disons, l'histoire de l'humanité, et l'histoire de l'Europe en particulier, mais l'histoire de l'humanité, et les perspectives que la vague numérique représente. Les perspectives de métamorphose, de changement radical et fondamental de type de société. Il y a quand même 3 problèmes que je me pose. C'est le premier, par rapport au fait que vous avez d'ailleurs souligné que les 2 tiers de la planète, des gens ne sont même pas au niveau de pouvoir se nourrir et s'alimenter et s'abreuver correctement. En quoi la vague numérique va-t-elle résoudre ce problème
ne va-t-elle pas, au contraire, l'approfondir? Deuxième question, c'est au sein d'une même société, disons d'un même pays, puisque c'est visiblement votre discours tient plus aux pays occidentaux développés qu'aux pays dits sous-développés ou en voie de développement. Vous avez dit que cette évolution, autrefois c'était un millénaire, voire un siècle. Aujourd'hui c'est en décennies. La vie de l'homme c'est 80 ans ou un peu plus. Mais donc, dans la vie d'un homme, la vague dont vous parlez, les vagues dont vous parlez, vont se précipiter les unes des autres. Donc l'éducation qu'un enfant recevra quand il est petit sera théoriquement caduque quelques décennies plus tard. Donc, et ensuite, dès à présent, sans aller dans l'avenir, on voit déjà la marginalisation d'un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas physiquement, intellectuellement ou culturellement suivre la vitesse, puisque vous dites qu'il ne s'agit même pas de vitesse, mais d'accélération. On va de plus en plus vite dans cette croissance et dans ce progrès théorique. Et enfin, une dernière question, une dernière remarque, c'est, vous l'avez aussi effleuré, vous l'avez aussi dit, la société actuelle est basée sur des intérêts. Il y a des intérêts dominants. Pensez-vous que ces intérêts, et surtout ces intéressés, vont laisser faire l'évolution que vous préconisez vers plus d'humanisme, plus de partage, plus de solidarité, d'égalité, de liberté? Ne pensez-vous pas qu'ils risquent au contraire de nous précipiter vers le mur et de récupérer le tout quand ça sera bien cassé? Ok. Bon, je vais revenir pour faire une deuxième conférence. Bon, moi je pense que c'est sûr, d'abord il faut prendre conscience des choses. C'est sûr qu'on ne peut pas promettre à 10 milliards d'humains qu'ils auront le même niveau de consommation que, mettons, les Américains ou nous. J'ai bien le niveau de consommation. Maintenant, il faut donc réfléchir sur le niveau des besoins pour pouvoir, grosso modo, être en sécurité, vivre, s'éduquer, partager, avoir aussi du bon temps, etc. Et il y a 50 ans, 100 ans, on consommait moins et on n'était pas forcément plus malheureux. On a eu des plus avec la médecine, etc. On a des progrès qui ont été faits, certains. Et donc, on ne peut pas promettre, ce serait mentir, que de dire le 10 milliards d'habitants va vivre comme l'Américain moyen. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il vivra mal. Donc, il faut déjà travailler là-dessus et se concentrer sur le fait que ces problèmes, une fois vus, dans l'urgence, bien qu'on fasse quelque chose avec les immigrés qui viennent, ça fait, quelque part, c'est marrant parce que je pense à certains énarques, un énarque, je suis un peu raciste en disant ça, mais un énarque, c'est quelqu'un qui prend un problème qu'il ne sait pas résoudre, le transforme en un autre problème qu'on résoudra peut-être. Et ça se passe comme ça. Et ça veut dire qu'on nous a dit dernièrement qu'effectivement il fallait traiter, en redécouvrant un truc qu'on dit depuis 50 ans, qu'il faut traiter le problème d'immigration à la source. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait pour le traiter à la source? Nada, que dalle, rien. Donc quelque part, il faut aussi commencer à être responsable. Mais ça veut dire que imaginer le futur, ça va être aussi la façon dont on va quelque part un peu se serrer les coudes, se serrer la ceinture, pardon, pas les coudes oui, mais la ceinture aussi. Parce que on pourra pas, l'éthique c'est aussi comprendre, parce que j'ai pas eu le temps, mais pour moi l'éthique c'est la façon dont on réfléchit à ce que nos actes d'aujourd'hui influent sur l'avenir dans le respect de l'éthique des autres. Bon, donc quelque part c'est vrai que on ne pourra pas consommer autant. Bon. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que c'est pas ça ce qui nous manque le plus. Il y a un Allemand qui s'appelle Raman Rosa qui a écrit un bouquin qui s'appelle La résonance, qui dit qu'effectivement, qui décrit très très bien comment la société moderne accélère, et on n'a plus ces moments de résonance. Ces moments où on s'arrête, et pas uniquement pour communiquer entre gens qui pensent tous la même chose, etc., mais avec des gens différents, ces moments de grâce quelque part, quoi. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on apprenne à ralentir. À
ralentir, à effectivement oui, ralentir. Et ça va nous permettre, je pense qu'on a une réserve, quelque part, de capacité humaine qui est complètement endormie. On nous endort quand on met de la musique tout le temps, quand on n'a plus le temps de réfléchir, on nous endort. On a donc, heureusement, et c'est pas, l'endormissement est plus profond, parce qu'on ne pourrait pas vivre autrement dans les grandes villes que lorsqu'on est plus proche de la campagne, parce qu'on a quand même d'autres choses. Voilà, on a la télé qui nous attire. Maintenant, on a pire que la télé, on a les séries. Hein, qui sont... Moi, je refuse de regarder les séries, parce que ça bouffe mon temps. Hein. En plus, quand vous regardez les séries, une fois que vous avez vu une, deux et tout, si vous avez lu un peu de fiction, etc., c'est un peu toujours la même chose. Moi, maintenant, je regarde un début, et puis je prédis à ma femme ce qui va se passer, quoi. C'est pas si compliqué à faire. Hein. Donc, quelque part, je me dis qu'il faut puiser sur cette réserve. L'éducation, alors par contre, l'éducation, d'abord, l'école n'en fait qu'une partie. Elle s'occupe de la partie jeune, mais l'éducation maintenant, elle continue. Et si on ne se trompe pas, l'éducation, c'est pas, à un moment, c'est des connaissances. On sélectionnait ceux qui avaient plus de connaissances. Bon. Puis après, maintenant, ceux qui ont plus de compétences, l'éducation, c'est aussi la capacité à comprendre, avoir les grilles d'analyse. Et on peut les acquérir de tas de façons, hein, les grilles d'analyse. Mais c'est avoir les grilles d'analyse qui fait que les choses vont bouger, etc. Mais on comprend ce qui se joue sur les scènes et on est capable de gober ou pas gober n'importe quoi. Alors, cette idée aussi, il faut peut-être que je revoie, parce qu'elle est dangereuse, cette idée de... ça se raccourcit, on va arriver de... Bon, je ne pense pas que l'humanité va s'arrêter après, elle va se changer de phase, se transformer. On va pas être ni des zombies ni des super-héros. Hein. On va simplement apprendre à vivre autrement dans l'entreprise, dans la famille, dans tout ça. Et quand vous regardez, on pourrait dire mais non, c'est pas possible, mais ça a déjà été fait plusieurs fois dans l'humanité. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de mais cette chose la plus importante. Parce que si vous regardez la publicité, c'est dévastateur. Parce que vous vivez en Afrique, vous regardez ce que l'homme blanc consomme, et vous le regardez à travers les médias, la publicité et tout ça, et vous avez envie d'aller là-bas. Alors que probablement il y a des facteurs de bonheur, de bien-être sur place si effectivement on s'occupait d'eux, un peu de développer, qui rentraient, ils ne peuvent pas être un immigré et être heureux, c'est pas facile, quoi. On est déraciné. Vivre hors de ses racines, c'est compliqué. Donc, effectivement, il va falloir peut-être s'occuper de l'Afrique. Et apprendre des Africains, parce qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre aussi. C'est pas... Ils peuvent explorer des voies différentes, ils peuvent... Alors, bon, ça peut paraître un peu bisounours ce que je vous dis, mais en même temps, je suis persuadé qu'on n'a pas vraiment le choix. Sinon, on va mettre des barbelés, on va mettre... on ne pourra pas faire autrement non plus, quoi. Donc ce qui est crucial, c'est de dire à la fois aux gens qui vivent dans les sociétés développées, enfin sociétés développées d'ailleurs, notre niveau de salaire médian, il n'est pas extraordinaire non plus. Hein. Et en plus on le consomme mal, on l'utilise mal à des choses qui ne sont pas forcément importantes. Donc bon, on est obligé de réfléchir sur nous aussi, quoi, hein, pour donner aux autres l'envie différente de ce qu'on veut dire. Les Chinois, vous prenez la Chine, il y a 7-8 ans, c'était sur le milliard 5, c'était 300 millions d'euros qui avaient à peu près le niveau de vie européen, 300 millions d'habitants, pardon, qui avaient le niveau de vie européen. Maintenant, ils sont peut-être à 500-600, mais ils ont derrière un bon milliard qui n'est pas du tout là, hein, avec des villages en terre battue, etc. Bon, donc, et ils se disent, on va s'occuper nous-mêmes de nos problèmes, quoi. Donc, petit à petit, ils le travaillent, mais avec des manières un peu fortes. Bonjour. Bonjour. C'était pour demander, parce que si un jour il y a des robots qui s'occupent du ménage et de la cuisine, ceux qui s'en occupent, ils font quoi? Je pense que la cuisine robotisée, on a déjà donné un peu, hein, la cuisine industrielle. Alors,
simplement, on s'est rendu compte pour les usines qu'on a mis des robots. Et on s'est rendu compte que les chaînes de fabrication robotisées, au bout d'un moment, au début c'était magnifique, et qu'au bout d'un moment, leur temps de disponibilité, de bon fonctionnement, baissait. Ça veut dire que si on ne met pas un humain à côté, le robot, il va savoir faire ce qu'on lui aura projeté, mais pas plus. Il évoluera plus. Donc, quelque part, il faut effectivement se dire que si un robot fait la cuisine, bon, je ne connais pas encore qu'il fasse de la bonne cuisine, même si on prend des outils robotisés qu'on nous met à disposition, mais si un robot fait de la cuisine, ben, il faudra que l'humain continue de travailler avec lui pour lui apprendre à faire de la meilleure cuisine encore. Donc il faudra qu'il y ait aussi des robots, des humains qui continuent à faire de la cuisine. Il n'y a pas longtemps, on a lancé ce qu'on appelle les MOOC, c'est-à-dire des sortes de livres numériques, intelligents, avec tout ce qu'il faut dedans de contenu de médias. Et le slogan, c'était de dire, eh bien, on va prendre le meilleur professeur de Stanford, on va lui faire un cours, on va lui faire un MOOC, et puis des millions de gens pourront apprendre avec ça. Et moi, je leur disais, mais comment on va faire le meilleur prof de Stanford ? Donc, pour moi, tout ce qui est robots, les agents intelligents, etc., c'est fait pour nous aider. Il ne faut pas qu'on en perde le contrôle, mais si on en perd le contrôle, de toute façon, ils seront limités parce que leur capacité, un robot, ça n'a pas de volonté. Ce qui fait que l'on évolue, c'est la volonté, la création, et toutes nos folies qui fait qu'on a envie de faire évoluer ça. Donc, à mon avis, il ne faut pas avoir peur d'abord parce que on n'est quand même pas, ces robots savent faire un nombre de choses limitées. Et je me souviens, c'était Sénard qui est maintenant, et qui était le PDG de Michelin, qui est maintenant chez Renault, et l'actualité en parle beaucoup. Il disait, chez Michelin, ils ont développé qu'on appelle des cobots, c'est des robots qui travaillent avec les humains. Il faut faire attention, parce qu'un robot, ça peut être puissant et tout. Et il disait, ce qu'on a fait, ça me semblait très bien, avant, c'était les ingénieurs qui faisaient l'apprentissage des robots. Et il dit maintenant, c'est les ouvriers avec lesquels les robots vont travailler qui font l'apprentissage. Donc du coup, ils ont confiance, l'apprentissage est plus fin, meilleur, ils ont confiance. Et quand le robot va plus, ils sont capables de dire pourquoi, ils sont capables de trouver des solutions. Donc on a cette peur que les robots nous remplacent, ça fait depuis un peu plus d'un siècle qu'on dit que le travail humain va disparaître. Quelle bêtise! Le travail humain, c'est la création de richesses. Il n'y a pas de limite aux richesses que l'on peut créer. Simplement, il y a des choses qu'on faisait, par exemple, quand on labourait avec un bœuf et puis derrière on poussait les rues, maintenant on ne le fait plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paysans qui travaillent. Et en plus, on va être obligé d'abandonner en partie notre culture industrielle. Enfin bon, c'est l'agriculture industrielle. Donc moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut imaginer ce que tu feras quand tu auras des robots qui feront la cuisine. Tu demanderas à ton mari de faire la cuisine, d'ailleurs. Et surtout, tu en feras toi-même, et de très bonnes choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie, pourvu que le but ne soit pas qu'elle remplace l'humain, parce qu'elle le fera mal. Oui, juste, je ne sais pas si j'interviens au bon moment. Je ne voudrais pas noircir le tableau, mais je me dois d'apporter un témoignage. Depuis 1993, je suis derrière l'ordinateur, disons, assez souvent. Je pratique le téléphone portable depuis qu'il est sur le marché. Je vais au cinéma, j'allais au cinéma depuis toujours. Et je me trouve avec des problèmes de santé depuis 4-5 ans qui sont très importants. D'ailleurs, vous pouvez le constater sur ma voix. Depuis 2 ans, je me fais aider pour les mails, envoyer des mails, etc. Je ne regarde plus, quasiment plus, l'ordinateur, le téléphone, parce que j'ai la ferme conviction que tout ça, c'est consécutif à la vision de la lumière numérique. Alors, bon, c'est quelque chose qui est
bon, qui est grave, mais j'ai senti venir la chose. Donc je mets en garde les gens qui pourraient se trouver dans ma situation. Voilà, donc vous parlez d'une vague, les vagues qui arrivent comme ça sans qu'on sache trop où on va. Il faut faire attention. Alors je profite que j'ai le micro pour parler de l'éducation, ce point dont vous parlez de la coopération, donc les formes alternatives d'éducation abordent cette question et arrivent à solutionner, à mettre en place la coopération par des classes de plusieurs niveaux. Les plus anciens aident les jeunes. Et le deuxième point qui est très très important, qui résulte un peu de mon expérience de vie, c'est l'apprentissage par des jeux et par expérimentation. Parce que ce qui se passe, enfin ce que j'ai pu constater, c'est que l'autorité est souvent non pas fondée sur la connaissance, l'expérimentation, mais sur des on-dit ou sur des choses qui ne sont pas réelles et qui remettent en cause l'autorité. Donc si on va avancer, à mon avis, il faut passer par ces nouveaux systèmes d'éducation alternative. Sur ce dernier point de l'éducation, vous avez presque tout dit. C'est vrai que l'autorité, elle doit être bienveillante, elle doit surtout être aidante. Hein, et c'est faisable. Et je veux dire, c'est simplement quand on met les gens dans des mauvaises cadres, de mauvaises situations, qu'un certain nombre de gens abusent de l'autorité, etc. Parce que au bout d'un moment, moi j'ai des enfants qui sont allés dans un lycée, le but c'était 100% au bac. Donc on commençait déjà à éliminer en troisième ceux qui pourraient nuire aux résultats, etc. C'est pas de l'éducation bienveillante. Donc à peu près, moi je suis persuadé, ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Sur le problème du numérique, c'est évident qu'il y a des effets tout comme des insecticides, un jour ou l'autre nuisent à la vie, ils sont faits pour ça d'ailleurs. Donc, bon. Mais c'est souvent des signaux faibles au départ, on ne le voit pas. Hein. Donc, alors c'est vrai que nos enfants vivent à l'heure de New York maintenant, hein, parce que effectivement la lumière bleue, ça commence à être connu. Ils deviennent de plus en plus myopes parce qu'ils regardent à courte distance. Hein. Bon. Donc c'est vrai qu'il y aura ces effets-là, et après, si on se trouve dans un état sensible, ça peut être très fort. La technologie, moi je me souviens d'un élève, j'ai eu un élève qui était aveugle, c'est de l'électronique, c'était pas simple. Eh bien, on a réussi à l'époque, c'était il y a 35 ans, on a réussi avec les outils informatiques à le réinsérer. Il est d'ailleurs devenu, à un moment, il dirigeait le système d'information d'Air France. Ça veut dire qu'on peut aussi trouver des façons de contrer un certain nombre de handicaps. Hein. Bon, ça ne rend pas la technologie plus sympathique. Pour ça, la technologie, c'est ce que l'on en fait. Le problème, c'est que je pense qu'on est débordé par ces vagues. J'emploie ce mot de vague parce qu'elles déferlent, quoi, évidemment. Donc on est débordé, et puis après ce basculement qui s'opère, on se dit, oulala, il faut le jour d'après, il faut qu'on pense au jour d'après. Quand on est dans l'avalanche, on roule, hein, mais après, il faut penser au jour d'après. Et mon but, c'est de dire, réfléchissons au jour d'après. Hein, comment on va commencer à utiliser Les enfants sont précipités sur Facebook, et puis ensuite, ils ont dit, bon, Facebook, finalement, il y a des choses plus intéressantes, quoi. Alors, ils utilisent un peu, ils ont appris à utiliser un peu, puis ils utilisent bien d'autres choses, quoi. Donc, il faut aussi se faire confiance petit à petit à cet apprentissage que l'on va faire, quoi. Pas d'autres mains se lever. Bon, on va donc, je crois, se terminer cette soirée. Merci Francis, merci pour ce très intéressant exposé.